foncier, les coûts, les usages, les destinations multiples des bâtiments, les facteurs socio-économiques, la succession et l'empilement des règles. Tout ça contribue à composer des espaces urbains et on se rend compte que l'aménagement du territoire, en tout cas en Île-de-France, dans des espaces très denses, est de plus en plus complexe. Aujourd'hui, on essaye au Conseil de l'Ordre et avec les professionnels et les institutions qui font l'honneur d'être présents avec nous, d'installer une nouvelle culture de l'échange et du travail autour du projet pour envisager ces questions de complexité. C'est pour ça qu'on est en partenariat avec la FFMI et Régis Cousin, son président, vous en parlera un peu plus. C'est le deuxième événement qu'on organise aujourd'hui. On a déjà eu une matinale sur la question et qui nous a donné envie de poursuivre sur ce thème de la règle et du projet. Et très certainement, on poussera encore plus loin puisqu'on a dans les tuyaux une formation sur la question de la sécurité incendie. On vous en parlera un peu plus tard tout à l'heure. Aujourd'hui, ce débat a 3 ambitions. C'est anticiper les demandes de la société, préserver l'intérêt public et la qualité du service rendu, tout au long des projets, avoir pour seul objectif l'intérêt des usagers et la qualité de la vie. Et c'est l'esprit dans lequel on vous propose ce débat aujourd'hui. On essaye aussi de contribuer à la montée en compétence de l'ensemble des acteurs au travers justement du partage des cultures et du croisement des idées. Voilà. Je vais céder la parole à Régis Cousin. Bonjour à vous tous. Chère Valérie, je suis ravi d'être de retour dans votre établissement et notamment d'avoir l'honneur de cette pièce-là. Merci à l'Ordre de nous accueillir. Je suis particulièrement heureux effectivement d'être ici présent puisque je pense qu'il est absolument nécessaire de renforcer les liens entre vos métiers et notre domaine d'activité de l'incendie. Fréquemment, on perçoit l'incendie comme un empêcheur de tourner en rond, comme un coût, et rarement pour ce que, avant tout, c'est une préservation d'un risque majeur, ancestral. J'ai l'honneur de présider la Fédération française des métiers de l'incendie, qui est une vieille fédération qui a plus de 50 ans, et qui regroupe en fait quasiment tous les métiers liés à l'incendie, avec, on va dire, 2 très grandes thématiques, si l'on peut schématiser. Les métiers qui sont plus liés à l'univers d'intervention, donc typiquement les sapeurs-pompiers, et un autre pôle qui regrouperait les métiers bâtimentaires. Et c'est avec plaisir, c'est juste pour vous montrer aussi l'intérêt que nous portons naturellement à vous. Ces deux grands pôles de la fédération sont aujourd'hui représentés par des présidents qui sont parmi nous. Donc la FFMI représente quoi? Elle représente aujourd'hui 13 groupements, donc 13 métiers différents, puisque les métiers de l'incendie sont extrêmement sectorisés en termes de compétences, savoir-faire, et qui regroupe aujourd'hui donc la fédération environ 300 entreprises, ce qui fait environ 3 milliards d'euros d'activité pour 25 000 emplois répartis sur tout le territoire. La particularité, et j'aime à le souligner, c'est, comme vous le savez, comme tous les métiers un peu spécialisés et anciens, c'est que très fréquemment il n'y a pas de formation initiale qui emmène à ces métiers. Ce qui veut dire que les savoir-faire et les compétences aujourd'hui sont détenus par les entreprises elles-mêmes. Donc c'est réellement un joyau que nous détenons et que nous mettons, je dirais, à votre disposition pour un partage afin que l'on puisse ensemble, effectivement, approcher, je dirais, le domaine de la sécurité incendie au mieux. L'autre point, et qui est assez majeur de ces dernières années, c'est une approche quelque peu différente de la question réglementaire. Comme vous le savez, et ça sera évoqué, je sais, assez largement ce matin,
si la réglementation, naturellement, on ne peut pas s'en affranchir, on peut néanmoins, je dirais, la rendre intelligente. Et l'approche qui avait été faite lors de la campagne électorale de 2012, je fais juste une petite incise d'actualité, avait emmené les finalistes à l'un et l'autre parler d'un choc de simplification qui devait aussi s'appliquer potentiellement au domaine de l'incendie. Après enquête et études, il est apparu en fait que nous avions globalement un système qui était performant, mais qui nécessitait plutôt une clarification, d'où une évolution dans les mots, mais qui est forte quand même de sens, puisque le ministre de l'Intérieur a fait évoluer en parlant de choc de clarification et de choc de simplification. Et je pense que c'était bienvenu. Néanmoins, afin de rendre la réglementation plus pragmatique, il y a eu une évolution avec l'introduction du fameux droit souple. Et ce droit souple qui est censé aussi permettre peut-être une meilleure irrigation, une meilleure contribution de tous les acteurs d'un domaine d'activité, en l'occurrence la sécurité incendie. Ce qui signifie aussi, si on affaiblit, on va dire, le droit dur pour aller vers plus de pragmatisme, peut-être au travers du droit souple, qu'il y a obligation d'action pédagogique. Et la fédération, la FFMI, s'est inscrite sous ma présidence très clairement dans cette voie-là. Nous faisons aujourd'hui des actions à vocation pédagogique tous azimuts. Naturellement, pour, je dirais, réévangéliser peut-être certains qui ne voyaient encore une fois que la contrainte, mais aussi pour faire partager plus largement pourquoi, parfois, on doit avoir des contraintes pour le bien de tous. Je pense que ce matin, il y aura certainement cet esprit qui habitera les différentes interventions. Il y aura une illustration assez concrète de cette idée-là au travers du bâtiment qui va être le centre des débats, le bâtiment Le Garance, que nous connaissons nous assez bien au niveau de la FFMI, puisque s'il abrite de nombreuses activités, il abrite notamment les services de l'État qui gèrent la sécurité civile, en l'occurrence, et qui dépendent du ministère de l'Intérieur, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Il y aura, et c'est une chance, Brigitte Métrin qui viendra en parler, je pense, avec beaucoup de passion, et ce qui permettra aussi de pouvoir après, je dirais, échanger sur la phase plus concrète, opérationnelle, qui a permis, malgré les difficultés initiales, d'aboutir à une telle réalisation. Voilà, encore une fois, merci pour cet accueil, chère Valérie, et j'espère bien pouvoir renouveler de tels échanges dans le futur. Très bonne matinée à vous. Personnellement, je travaille sur Mac, donc évidemment, je ne connais pas cet appareil. Voilà, bonjour à tous. Pendant que nous avons tout aspect matériel, dans le cadre de cette introduction, nous allons, Magali et moi, cadrer un petit peu le décor, camper le décor. Première partie concernant on va dire les intervenants et le cadre architectural, resituer le projet dans son contexte. Et la deuxième partie avec un petit caractère un peu plus juridique, donc qui sera lié plus précisément au droit souple et à la règle, qui sera donc l'introduction au débat et à la table ronde de la troisième partie de la matinée. Ouais, c'est fait. Voilà, donc les thèmes. Merci, on parle bien, on est parfait. Donc, le projet d'architecture.
commencerai quand même par rappeler, et non pas dans le détail, mais rappeler quand même globalement de ce dont il s'agit. Il s'agit toujours de prototypes. Donc nous, architectes, les architectes sont nombreux dans la salle, mais pas seulement, avons à gérer des prototypes dans un environnement particulier, avec un budget qu'on essaye de maîtriser, un calendrier qu'on essaye également de maîtriser, et dans l'optique de répondre à un programme élaboré par un maître d'ouvrage, dont on dira quelques mots tout à l'heure. On identifiera deux cas bien particuliers, qui sont le bâtiment neuf ou l'intervention sur existant, donc la, on va dire, réhabilitation et l'utilisation. Les programmes peuvent être simples ou complexes. L'exemple du Garance est par essence un programme complexe, donc qui nécessairement appelle des réflexions un peu plus poussées que pour un programme simple. Les acteurs sur lesquels on va un petit peu se polariser dans un premier temps, ils sont multiples également. On dira qu'il y a le public, le privé, mais on pourra principalement identifier les sachants, les professionnels et les non-sachants. Chris Cousin a parlé par exemple à l'instant même de la Fédération française des métiers de l'incendie. Là, nous sommes en présence de sachants. Mais parmi les acteurs, certains sont des non-sachants, des non-spécialistes, pour qui l'expérience du projet est précisément une expérience dont elle est une découverte. Le contexte dans lequel nous intervenons, nous tous, donc effectivement, il est fondé sur une partie, on va dire, officielle, réglementaire, appelons ça le droit traditionnel, avec son évolution droit souple qui sera détaillée tout à l'heure par Magali, mais également un contexte contractuel qu'on a parfois tendance à oublier, mais néanmoins un contexte très souvent lié aux assurances, et en particulier à l'assurance incendie, puisque la thématique aujourd'hui porte sur l'incendie. L'incendie, l'assurance incendie n'étant pas obligatoire par essence, on n'est pas dans le cadre de l'assurance construction. La principale difficulté à laquelle je suis confronté, je dirais nous, mon secteur, architecte, personnellement je suis architecte, inscrit à l'ordre, de France, et ma société aussi d'ailleurs. Donc le contexte est à la fois contradictoire, évolutif, sujet à interprétation, avec ce que j'ai appelé possibilité de mettre en place des dérogations. Alors, et dérogation, adaptation, le terme peut varier. En tout cas, la grande difficulté qui est la nôtre, c'est, je dirais, pour un projet qui n'est évidemment pas un projet standard, c'est un prototype, c'est de trouver la bonne réponse dans un cadre qui est complexe et évolutif et contradictoire, en ce sens que il faut bien reconnaître que plusieurs ministères se penchent sur nos sujets de prédilection, et l'incendie en particulier, et qui n'ont pas forcément exactement la même vision. Donc, comment interpréter tout ça avec une épée de Damoclès qui pèse quand même sur nous, et ça ne dira pas en tant qu'avocate, ancienne avocate, cette grande judiciarisation de l'acte de construire, en fait, la recherche de responsabilité, la mise en cause, dans l'optique de trouver des survivants solvables dans le classisme, bien sûr, avec cette notion de devoir de conseil, qui est à la fois très floue, mais qu'on voit fleurir très très fréquemment au travers des expertises, par exemple. En tout cas, l'absence de devoir de conseil, qui est donc une faute, bien que la notion soit pas toujours très claire. Alors, de tout cela, qu'est-ce qu'on peut noter? Eh bien, nous, en tant que concepteurs, nous sommes impliqués bien évidemment avec les partenaires au niveau de la conception, au niveau de la réalisation, lors de l'assistance à la réception d'ouvrages, après réception, et un volet qu'on ne traitera pas forcément aujourd'hui, mais qui est non négligeable, c'est la vie du bâtiment, ce qu'on appellera la maintenance, qui prend de plus en plus d'importance. Les thèmes qui sont ceux que nous traitons, puisqu'il faut avoir là encore, et c'est mon souhait, replacer la sécurité incendie, qui est un élément majeur qui nous a réunis ce matin, mais dans un environnement plus global. Évidemment l'architecture, donc au sens large du terme, la sécurité incendie, la sécurité contre la panique, donc pas seulement le feu, mais la panique, la sécurité des travailleurs, qui elle est prise en compte notamment dans le cadre du Code du travail, et puis d'autres thèmes, alors je vais un peu vite, l'acoustique bien sûr, l'accessibilité handicapée, la thermique qui est particulièrement au bout du jour, avec des impacts sur la sécurité incendie, la qualité des espaces, l'aspect fonctionnel, etc., etc., la protection de l'environnement, des thèmes comme la sûreté, la sécurité intérieure, la protection des biens, le coût de la construction, donc le coût d'exploitation et maintenance, cette notion de coût global d'exploitation dont on a parlé un peu jadis et qui revient au bout du jour dans l'expression mieux-disant, qui n'est pas toujours très très proche de la réalité, et les notions d'assurance, bien sûr, notamment dans le domaine industriel et commercial, c'est-à-dire quand il y a continuité d'activité, reprise d'activité. Les acteurs. Alors, les acteurs, je veux quelques petites images là, de manière un peu illustrative, voire provocatrice. Qu'est-ce qu'on peut dire? Jusqu'au mi-20e siècle, on avait trois acteurs principaux. Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise. Je simplifie.
on a un peu modifié la donne de nos jours. Alors on a un maître d'ouvrage qui lui s'est un petit peu étoffé en compétences, puisque précisément il fait souvent appel à un assistant maître d'ouvrage, et de ce point de vue-là, en termes de sécurité incendie, eh bien, ce sera assez intéressant de voir dans un projet comme le Garance comment les choses se sont produites et sont passées côté maîtrise d'ouvrage. Donc des équipes de plus en plus compétentes, avec programmistes, architectes, urbanistes, spécialistes de sécurité incendie, etc. etc. Maître d'ouvrage pouvant être lui-même exerçant cette fonction ou pouvant déléguer justement un maître d'ouvrage délégué. Le deuxième acteur important, c'est un ensemble de techniciens. Les acteurs importants, c'est un ensemble de techniciens qui sont directement liés au maître de l'ouvrage et qui permettent précisément, en assistance à la maîtrise d'ouvrage, à l'assistance maître d'ouvrage, d'avoir des certitudes sur la géotechnique, l'état du bâtiment, les installations techniques, le niveau de sécurité incendie. Nous retrouvons un deuxième acteur principal qui est la maîtrise d'œuvre. Alors là aussi, on a tendance à dire plutôt avant l'architecte, moi je dirais plutôt l'équipe de maîtrise d'œuvre sous la houlette de la direction de l'architecte avec un bon nombre de spécialistes, là encore, bureaux d'études, ingénieurs, etc. Et pour la partie sécurité incendie, des bureaux d'études spécialisés par exemple, ou notamment un autre spécialiste qui est le coordinateur SSI, donc système sécurité incendie, qui fait donc partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre. La mission a été officiellement transférée. L'entreprise, troisième acteur clé, qui lui aussi ne se contente plus d'être un exécutant, puisqu'il a largement en son sein des spécialistes, il a l'obligation d'établir les documents d'exécution des ouvrages, donc par le fait de s'assurer le concours de spécialistes, d'études, etc., etc. J'ai rajouté, alors en rouge pour que ça se voit bien, parce qu'il n'y a pas de feu, donc j'ai rajouté à chaque fois sécurité incendie, parce que là encore, ça montre bien qu'à chaque fois on a une dimension sécurité incendie. C'est pas le monopole, entre guillemets, ou de la FEPECAMI, ou des spécialistes, non, c'est partout. Voilà. J'ai ajouté également fabricants, fournisseurs, vendeurs, etc. Dans l'esprit de la loi Spinetta, donc vous savez que tous les acteurs de la construction sont présumés responsables, en tout cas voilà, responsabilité engagée, avant qu'ils puissent évidemment s'en exonérer. Mais ce sont des entités et des industriels dans la salle qui peuvent bien évidemment être mis en cause. On a vu apparaître plus récemment de manière plus formalisée des contrôleurs techniques, bureaux de contrôle, des pilotes, des spécialistes de la coordination, du pilotage, et puis la coordination sécurité et protection de la santé. Donc voilà un nouvel acteur, deux nouveaux acteurs qui sont là encore très clairement liés au maître de l'ouvrage, mais qui assument une fonction pendant l'exécution, la conception et l'exécution de l'ouvrage, voire par la suite. J'ai mis un petit carré sur le côté, enfin c'est un rectangle d'ailleurs, jaune, avec l'administration au sens large du terme, où la dimension sécurité incendie est également à prendre en compte, au travers en particulier des spécialistes, des commissions de sécurité, des architectes de sécurité, en particulier à la brigade de police à Paris, des préventionnistes, des services départementaux d'incendie de secours, donc en fait de nombreuses entités qui s'intéressent également à ce domaine. J'ai ajouté également des associations et des professionnels. Donc on a parlé de la FEPECAMI. Moi personnellement, je suis vice-président de l'AGREPI, donc une association d'ingénieurs formés par le Centre national de prévention et de protection, qui représentent les utilisateurs, donc qui donnent un avis sur, du point de vue de l'utilisation, sur les textes, dont on parlera tout à l'heure. Et bien d'autres intervenants, les laboratoires, les sapeurs-pompiers, bien évidemment, l'agence qualité construction, etc. Toutes ces personnes. Alors j'avais pas assez de place, donc j'ai été obligé, puisqu'on est au XXIe siècle, d'ajouter encore quelques intervenants, donc c'est les trois premiers intervenants, mais n'oublions pas l'assureur, là encore, qui dans le domaine de la sécurité incendie a un rôle non négligeable à jouer. Alors il le joue plus dans le domaine industriel et commercial, au travers de règles techniques, contractuelles, ou référentielles, comme on les appelle maintenant. L'administration et les entités, un petit peu les partenaires, État, ministères, délégations, etc., les services publics, les concessionnaires, avec toujours des dimensions incendies, par exemple l'eau, pour les ressources en eau, l'incontournable BIM, on sent bien que la dimension sécurité incendie va être prise en compte de manière non négligeable dans cette évolution informatique. Et puis si tout va mal, l'expertise judiciaire, il y a quelques experts renommés dans la salle, donc avec là encore bien évidemment des spécialistes dans la sécurité incendie. L'objectif étant, dans le cadre d'une expertise, de permettre au juge de, in fine, trancher une responsabilité et de manière un peu plus concrète, de faire peser les coups sur qui il appartient, on va dire qu'a priori sur les responsables. Bon, voilà, c'était un petit élément pour brosser un tableau rapide. J'ai 3-4 définitions également que je souhaiterais rappeler. Elles sont certainement très connues, bien connues. Néanmoins, on rappellera que le maître d'ouvrage, c'est la personne pour le compte de laquelle l'ouvrage est construit, donc c'est simple, mais ça veut que c'est quand même très important.
parce qu'il lui incombe à ce maître d'ouvrage a priori non sachant, qui peut se faire évidemment épauler par qui il veut, et dans des domaines que j'ai encore une fois un petit peu identifiés liés à la sécurité incendie, de déterminer un programme, de mettre approuver les documents, etc., etc., mais surtout, le cas échéant, de faire appel à un organisme de contrôle technique pour la sécurité incendie, et surtout, en réception de travaux, là encore, de mettre en place des procédures selon les règles, selon les règlements, selon les marchés de travaux contractuels qui deviennent la loi des parties, de mettre en place des essais de réception, par exemple, en sécurité incendie. L'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte une réponse, il y a 4 mots importants, réponse architecturale, technique et économique au programme. Là aussi, peut-être tendance à oublier le côté économique parfois, ou l'aspect technique, où on sous-traite à un livre d'études, mais non, c'est une équipe de maîtrise d'œuvre. Voilà le travail, voilà l'obligation qui est la nôtre dans le cadre de notre éthique. L'entrepreneur qui réalise les travaux aux conditions définies par le marché, là aussi, les mots ont un sens. Si le marché est flou, le résultat sera flou. Enfin, en fait, il y aura des rôles supplémentaires. Mais c'est peut-être pas l'objectif, c'est une réalité. Et puis, le contrôleur technique qui lui aussi a un rôle, mais là aussi, il n'est pas bureau d'études. Il examine des aléas techniques liés à la solidité des ouvrages, de la construction, mais surtout la sécurité des personnes. C'est ce qu'on appelle le règlement de sécurité incendie, avec sa évolution un peu plus souple. Donc la sécurité incendie, maintenant, quelques mots alors là, sur le risque, je ne peux pas trop insister. Je dirais simplement qu'on a, et c'est l'évolution qu'on est en train de voir, on a la loi, la règle officielle, et l'esprit de la loi. Donc, si on s'en tient à la pratique qui a été un petit peu celle qu'on a connue jusqu'à nos jours, c'est plutôt une conformité au test réglementaire. C'est un peu franco-français, enfin, on est en France, donc on aborde ce sujet. On a une réglementation, on la respecte, si on ne la respecte pas, on demande des dérogations, si on n'a pas, on est en tort. C'est ça. Dans le domaine contractuel, plus assurance, plus analyse de risque, qu'est-ce qu'on fait? On analyse effectivement le risque et on essaie de trouver des mesures adaptées, un peu plus appropriées, qui souvent se traduisent avec des coûts supérieurs, c'est-à-dire que ça peut être soit qu'on n'est pas assuré en incendie, soit qu'il y a des petites adaptations à faire qui sont un peu plus complexes que dans le cadre du respect strict de la règle officielle. Donc, les nouveaux enjeux, ça me permettra de te céder la parole dans quelques instants, c'est vraiment d'être conforme, si on veut être conforme, c'est un terme qui plaît bien, moi il ne me plaît pas, mais en tout cas d'être conforme à l'esprit du texte, et non pas au texte, de manière à intégrer les obligations par rapport au projet, bien sûr, mais bien par rapport au projet, c'est-à-dire prendre en compte la spécificité du projet. Et c'est tout, ce sont tous les enjeux à venir, c'est non plus appliquer, entre guillemets, de manière un peu primaire le règlement du premier article jusqu'au dernier article, mais c'est bien d'en saisir l'esprit, de l'analyser, d'y réfléchir avec les partenaires qu'on a évoqués tout à l'heure, dans ce qu'on appelle un petit peu maintenant le droit souple et qui relève un peu de ce qu'on pratiquait dans le monde industriel et commercial, par exemple, dans l'analyse de risque. On va dire que les guides qui sont en train d'être mis en place, puisqu'on ne devrait plus avoir de modifications importantes, alors pas sous le contrôle des spécialistes, mais il n'y a plus de modifications très importantes du règlement de sécurité qui doivent voir le jour dans les jours à venir, dans les mois à venir. Au contraire, on va plutôt se polariser, se centrer sur quelques sujets importants, élaborer des guides qui vont compenser, alors j'ai mis entre guillemets l'inadaptation de la règle, ça veut dire que la règle en elle-même, elle s'en très bien, mais quand on l'adapte à un vrai projet, elle ne marche pas. Donc parce que, oui c'est ça, elle ne marche pas parce qu'il y a d'autres contraintes, il y a des contraintes thermiques, il y a des contraintes urbanistiques, il y a des contraintes fonctionnelles, il y a des contraintes de sécurité des personnes. D'où la nécessité de tendre vers l'analyse de risque, en intégrant une approche beaucoup plus globale, tout risque confondu. Par chance, on a des outils, on a l'ISI, l'ISI c'est l'ingénierie de la sécurité incendie. C'est pas nouveau, on a toujours fait, les bureaux d'études ont fait de l'ISI, sans savoir. Mais maintenant c'est formalisé, c'est officialisé pour le désenfumage, pour le calcul des structures, donc on est vraiment dans un contexte tout à fait clair, tout à fait formalisé. Et puis le retour d'expérience, le prétexte, retour d'expérience qui est là aussi ne pas réinventer à chaque fois l'eau chaude. Donc tenir compte des résultats, des banques de données, on a tout pour savoir comment les sinistres sont déroulés. Je pense à l'agence de construction dans les sinistres bâtiments, qui centralise toutes les informations sur les sites bâtiments et qui ensuite permet de produire des recommandations. Alors, in fine, en termes de conclusion, pré-conclusion, on va dire, qu'est-ce qu'il nous faut en termes d'organisation quand on est concepteur ou architecte? D'abord, expertise, bien sûr, compétences, certaines choses, mais surtout un travail d'équipe pluridisciplinaire. Donc on voit bien qu'il faut nécessairement qu'on ne travaille plus tout seul dans cette petite agence.
Deuxièmement, il faudrait que l'ensemble des acteurs fassent preuve de réalisme. Alors, parfois c'est un peu pieux, hein. On voit des budgets qui multiplient par 3, des projets qui durent 13 ans de retard, on comprend qu'il y a un souci dans l'étude, dans le paiement, le vrai paiement avec des vrais prix. Et la réalisation, hein, désolé c'est encore comme certains ici, mais enfin le prix c'est quand même aussi un élément non négligeable, et c'est aussi le respect du travail de tous, hein, du concepteur, de l'entrepreneur, etc. Et puis sur le deuxième point, donc là on a parlé un peu du maître d'œuvre, de l'équipe, le contexte administratif, avec une interrogation sur le rôle et la capacité d'initiative des commissions de sécurité qui vont devoir appréhender les progrès différemment, puisqu'on n'est plus dans la conformité réglementaire, on va être dans une réflexion par rapport à une analyse de risque. On s'appuiera à nouveau ou un peu plus sur le retour d'expérience. Tout ça, et c'est un peu ce que je voulais mettre, c'est pas un architecte, hein, pour garantir une créativité architecturale en toute sécurité. Voilà les idées que je voulais présenter, donc, qui nous permettent maintenant, si je prends ma place sans doute, hein, d'aborder le sujet un petit peu plus règles et nuances. On fait un petit balai. Merci Michel. Alors je m'appelle Magali Delcoteur. Je vais avoir le même problème que... Ça tu peux le laisser, c'est un peu publicité personnelle. Tu veux que je laisse ou je passe mes Non, c'est du placement de produit. On l'a passé. C'est ça, comme ça. Vous remarquez la compétence des intervenants quand même. Hein. Il suffit de changer une présentation, les intervenants. Et on vous parle de la qualité. On va vous parler de ma C'est ça. Magali Delcoteur, je suis ravie d'intervenir ce matin devant vous. J'ai mon président de la FFMI qui est là, Régis Cousin, qui vous a brossé le tableau des grands acteurs de la sécurité incendie du point de vue industriel et intellectuel. Je suis présidente du syndicat des bureaux d'études au sein de la FFMI. Et j'aime beaucoup parler après Michel Garcin, parce qu'il a cette vertu qui est de replacer la sécurité incendie dans son contexte. La règle ne peut pas être déconnectée du projet. Et je trouve ça bien qu'on ait commencé par vous expliquer les contraintes du projet avant de vous parler des contraintes de la sécurité incendie. On a une réglementation incendie française qui est, de mon point de vue, la meilleure au monde. Si je veux rester objective, je vais dire une des meilleures au monde, puisque dans les établissements recevant du public, on déplore un nombre très minime de morts chaque année. Si bien qu'on a des règles qui fonctionnent bien en France. Alors, règles qui fonctionnent bien, ça veut dire un panel complémentaire d'un ensemble d'éléments, d'applications volontaires ou d'applications obligatoires qui vont s'agencer les uns les autres. Alors, sans avoir envie de vous faire peur, mais juste pour vous exprimer le contexte, vous avez vu qu'en fait, la sécurité incendie intervient à tout niveau du projet, auprès de tout membre de l'équipe et aussi à tout niveau de responsabilité. Alors on retrouve des règles liées à la sécurité incendie dans un certain nombre de textes de portées différentes. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que la prévention incendie, et donc l'application des règles de sécurité incendie, a ce caractère passionnant d'être à la limite entre le droit et la technique. Si bien qu'on applique des textes de nature légale, pour certains, décrétales pour d'autres, mais aussi des règles qui sont très techniques. Et on va jongler en permanence entre ces textes de différentes portées. Alors, de mon point de vue à moi, c'est passionnant. Je peux concevoir que du point de vue de l'architecte, ce soit un peu traumatisant, mais une fois qu'on a compris les grands principes de mise en sécurité et qu'on a compris que le règlement de sécurité s'est construit au fur et à mesure de grands événements dramatiques et qu'en fait il s'agit d'avoir compris comment le bâtiment va être défendu contre l'incendie pour finalement éplucher la réglementation incendie un peu comme un oignon et comprendre que les couches se positionnent les unes par rapport aux autres en vertu d'un grand principe de mise en sécurité. Alors, je ne doute pas qu'après cette intervention, vous aurez très envie de vous passionner aussi pour la sécurité incendie. Et il faudra peut-être un peu plus rentrer dans le détail, mais imaginez bien que dans la mesure où c'est un des grands objectifs de l'État que de défendre
défendre la sécurité des personnes, notamment dans les établissements recevant du public. On retrouve des textes liés à la sécurité incendie dans différents codes, dans différentes lois, dans différents décrets. Et j'ai brossé, là, rapidement, je ne rentrerai pas dans le détail de ce slide, les différents textes qui sont de nature nombreuse, qui touchent à la sécurité incendie. Par exemple, si on va un peu plus dans le détail, vous savez que les codes regroupent en fait une matière. Nous, en sécurité incendie, on a notre code à nous, qui est le règlement de sécurité, qui date de 1980, dans lequel on va retrouver les textes qui s'appliquent à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public. Puis on a des dispositions générales et des dispositions particulières. Eh bien, on retrouve aussi des éléments liés à la sécurité incendie dans différents codes que j'ai pu vous retracer. Donc, gros enjeux, grosse matière et gros champ d'application. Par exemple, dans le code de l'urbanisme, on va retrouver tout le code de l'urbanisme ne concerne pas la sécurité incendie, on va retrouver un certain nombre de textes qui s'agencent les uns par rapport aux autres et qui parlent par exemple de ce que doit contenir le permis de construire, les services instructeurs, et tous ces éléments-là vont aussi concerner directement ou indirectement la sécurité incendie. Là, j'ai fait un panel sur la partie législative, on a aussi un panel sur la partie réglementaire. Alors là, vous voyez, et j'imagine que vous commencez à être perdu en vous disant, mais en fait, on entasse les touches. Oui et non, c'est pas si compliqué que ça, parce que comme la sécurité incendie est à cheval entre le droit et la réglementation technique, on retrouve quand même des grands principes de droit. Et c'est pourquoi on se raccroche avant tout à la partie dure de notre droit. Ça, c'est la pyramide de Kelsen que les étudiants de droit apprennent et qui consiste à faire un échelonnement des textes les plus généraux, plus particuliers, mais d'application stricte. Alors on retrouve ces textes en sécurité incendie. On retrouve par exemple des articles qui vont parler de la solidité du bâtiment ou de son étanchéité au feu lorsqu'il se déclenche. Et tous ces textes seront organisés les uns par rapport aux autres pour constituer le règlement de sécurité qui va être du droit dur. On retrouve ici cette pyramide qui vous parle des textes d'application volontaire. Et puis c'est vrai, alors on en parle depuis le début, donc il va quand même falloir que je vous dise deux mots sur le droit souple. Alors je sais que je ne dois pas tout dire sur le droit souple là, mais un peu quand même. Donc je suis obligée de vous dire que notre règlement de sécurité qui date un petit peu, et nos textes de nature légale ou décrétale, et qui fondent le socle de la sécurité incendie, sont un peu vieillissants. Alors, Michel l'a dit très ouvertement en disant, voilà, on va en permanence essayer d'y déroger. Et c'est vrai, en fait, le règlement de sécurité a cette particularité-là d'être un texte d'application obligatoire qui contient en son sein la possibilité d'y déroger. Pour un avocat, c'est génial, ça. En fait, il y a un principe, immédiatement on peut y déroger. Et on va y déroger en présentant des documents. Donc là, je vous ai détaillé un peu un article du règlement de sécurité. En fait, quand on présente un document, au niveau de la demande de permis de construire, on présente dans les établissements recevant du public de certaines catégories une notice descriptive avec des plans qui traitent des grands principes de mise en sécurité. Et donc, on doit dire la façon dont on respecte le règlement de sécurité. Parfois, on ne peut pas exactement le respecter. C'est un texte de nature générale et impersonnelle qui date un peu. Et donc on va prévoir, le règlement prévoit en son sein, la capacité à y déroger. Et comment on y déroge? Eh bien, on y déroge en présentant des mesures compensatoires. Donc les personnes qui font les études lors des demandes d'autorisation de construire vont présenter dans ce document du dossier de sécurité, dans la notice, la façon dont on va compenser la dérogation à la réglementation. C'est génial intellectuellement, techniquement c'est très précis puisqu'il va quand même falloir garantir un niveau de sécurité dans le bâtiment. Et alors, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de demandes de dérogation au règlement de sécurité pour tout un ensemble de raisons, notamment parce que la technique évolue, notamment parce que on a aussi un tissu urbanistique qui se densifie et qu'on n'a pas la possibilité de construire exactement comme on voudrait, aussi parce qu'on a des contraintes budgétaires de plus en plus grandes, et puis aussi peut-être parce que la production législative et décrétale liée à la sécurité incendie n'évolue pas aussi vite que la technique. Alors, sont apparus des textes de nature non plus obligatoire, mais d'application volontaire.
On en retrouve beaucoup, en fait, et la sécurité incendie est un des éléments de la société qui est concerné par ce sujet, mais l'audiovisuel, le droit du sport connaissent ça depuis très très longtemps. Ils sont apparus, au fur et à mesure des années, d'autres instruments de droit. Les recommandations, les normes techniques, les référentiels de bonnes pratiques, les codes de bonne conduite, les lignes directrices, et bien sûr, les juristes, ils ne connaissent que ça. Ils ne savent pas comment gérer différemment. Or, pour autant, ce sont des textes qui vont s'appliquer à la sécurité incendie. Alors, ils sont plus forts, moins forts que ceux du droit dur. Comment est-ce qu'on les positionne? Eh bien, le Conseil d'État, à 3 reprises, ce slide ne peut être repris par personne. Je l'ai donné à mes équipes, c'est impossible de reprendre ce slide si vous n'avez pas la petite notice à côté. À 3 reprises, le Conseil d'État, cet organe éminent en France de la justice administrative, produit chaque année, ou quasiment chaque année, des rapports qui parlent d'instruments de droit ou de sécurité juridique, qui traitent de la justice dans son ensemble et qui vont donner des indications sur l'évolution des droits. Et à 3 reprises, le Conseil d'État s'était prononcé sur est-ce que ces textes-là, ceux qu'on a vus par nous, est-ce que ces textes-là, recommandations, normes techniques, référentielles, est-ce que ces textes s'appliquent finalement aussi fortement que la pyramide de Kelsen qu'on a vue juste avant. Et donc en 1991, le Conseil d'État ne veut pas en parler. La pyramide de Kelsen, elle est issue du droit latin. Si on était en Grande-Bretagne, je vous parlerais de soft law, et ça c'est quelque chose qu'on connaît. On établit le droit en fonction des cas concrets qui se présentent à nous, et puis les juges vont tirer des grands principes des cas concrets. En France, droit latin, on ne sait pas faire autrement que notre pyramide de Kelsen. Et pourtant, on a des textes qui sont apparus. Qu'est-ce qu'on en fait? En 91, on n'en fait rien, on les laisse de côté, on ne veut pas en entendre parler. En 2006, le Conseil d'État voit quand même apparaître la multiplication de ces différents nouveaux textes et commence à parler de sécurité juridique dans son rapport, sans pour autant donner l'autorisation aux juges et donc aux praticiens du droit de commencer à envisager à même portée les textes de droit souple, ceux que je viens de vous lister, les recommandations, les lignes directrices, les guides de bonne pratique, et puis le droit dur. En 2013, changement de cap, on commence à parler des nouveaux outils de réglementation. Et c'est à partir de ce moment-là que le droit souple va véritablement apparaître, et bien sûr les gens qui font de la sécurité incendie s'en saisissent et commencent à travailler sur la capacité à introduire dans le droit dur de nouveaux outils. Pour vous, c'est extrêmement important parce que ça ouvre le champ des possibles. Le Conseil d'État en 2013 dit que le droit souple, c'est un moyen d'oxygénation du droit dur. C'est la capacité à prendre en compte de nouvelles règles. Pour autant, il y a quelques éléments d'efficacité et de définition du droit souple qui doivent être pris en compte avant de savoir si c'est véritablement un instrument de droit ou pas, mais tout ça, ce sera pour la table ronde, c'est ça? J'ai fini. Il faut que j'appelle aux questions. Questionner. Oui, bonjour, Eric Hansen, je suis journaliste. Et quoi, vous avez quand même assez conscience, j'imagine, que les architectes sont à des années-lumière de ce que vous présentez là. Ça a l'air... Il y a deux choses. Il y a d'une part une complexité terrible. Bon, ils ont l'habitude, des choses très très complexes. Et d'autre part, vous apportez en même temps des lignes directrices de simplification. Alors, quand on passe de la complexité à la simplification, en général, c'est de la complexité à laquelle on rajoute des exposants. C'est-à-dire, ça monte d'une manière hyperbolique. Qu'est-ce qui va se passer? Comment allez-vous faire pour que les architectes parviennent à appréhender ce nouveau contexte réglementaire, droit dur, droit souple, avec tous leurs partenaires, dans cette évolution où la complexité devient encore plus complexe puisqu'on la simplifie. On est en France. Oui, c'est une question un peu paradoxale, tout à fait intéressante.
Parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'il y ait de réponse type, mais l'intérêt de l'évolution, il réside dans le fait qu'on essaie de remettre les pieds sur terre. Alors c'est d'autant plus compliqué que précisément émanent de tous les rédacteurs, etc., émanent de nombreux textes dont effectivement on a pour l'instant un arrêt dans la production, ce qui est peut-être le point le plus positif. Le deuxième point, c'est, comme vous l'avez dit, à mon avis très justement, c'est que l'architecte est assez habitué à la complexité, et même parfois, il ne comprend plus du tout les décisions qui sont prises. Du moment que les autorisations administratives sont données, c'est parfait. Vous prenez un même bâtiment d'un département à un autre, et vous allez avoir des différences colossales, y compris sur des détails comme l'implantation d'un tableau qui s'appelle un équipement de contrôle de stérilisation pour SSI, ce qui, a priori, on ne peut plus normaliser, normer et réglementer, et qui reste finalement un accessoire dans le bâtiment. Donc à l'échelle du projet, c'est bien autre chose. Les évolutions que l'on peut voir, je pense que je ne suis certainement pas le seul praticien dans la salle à pouvoir apporter une réponse, c'est que malgré toute cette complexité, on est un petit peu habitué. Certainement, on ne va pas la formaliser de la même manière, on ne va certainement pas parler de droit souple, etc. On va plutôt parler d'adaptation ou dérogation comme on a eu l'habitude de le faire. Et je pense qu'une des meilleures façons de faire, et ça, c'est heureusement pas une nouveauté. Moi, j'enseigne à l'école spéciale d'architecture, là, ça a eu d'ailleurs une promotion qui est actuellement en habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre, qui fait le déplacement. C'est le cours. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est aller voir, par exemple, l'architecte de sécurité qui est à Paris, aller voir le préventionniste, pour ne rester que dans le domaine de la sécurité incendie. Et ensuite, aller les voir, mais le plus en amont possible. Après, vous êtes fait épauler par, évidemment, vos éventuels bureaux d'études, éventuellement le bureau de contrôle de la maîtrise d'ouvrage, dans le cadre d'une forme d'assistance, sachant que je précise bien que le bureau de contrôle n'est pas de bureau d'études, et je pense que sur ce point, tu pourras compléter, Magali. Mais je pense que ce travail en amont qui est souvent sous-évalué en temps, financièrement j'en parle même pas, mais qui est souvent très sous-évalué en temps, il est nécessaire et en fait on va passer d'un stade qui est la dérogation au règlement à une adaptation de l'esprit de la loi au progrès tel qu'il devrait être. Juste, moi j'aurais rajouté quelque chose, j'aurais vraiment m'inscrire en faux par rapport à votre introduction qui est de dire qu'on est à des années-lumière des préoccupations des architectes. Je pense que d'abord, la salle pleine nous montre que les architectes sont préoccupés, et deuxièmement, je pense que la sécurité incendie fait partie du quotidien des architectes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acte de bâtir n'existe pas. On ne peut plus rien construire sans être confronté à tout un tas de choses complexes, dont la sécurité incendie. Et je pense que c'est l'intérêt aussi et l'esprit dans lequel on a organisé ce débat, c'est bien que dans nos pratiques quotidiennes, on est un peu le nez dans le guidon et collé à la réalité de notre projet, et que les interventions là, de ce matin nous permettent de dézoomer, de nous resituer dans un contexte plus philosophique, ou en tout cas de nous sortir de la pratique pour comprendre aussi comment les choses s'appliquent à notre projet. Et c'est l'esprit et l'enjeu du débat de ce matin. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais je pense que ce qui serait dramatique, c'est que la règle empêche le projet. Et c'est un peu voilà, ce que vous sous-entendiez par la grande complexité des règles, qu'on n'effacera pas. En revanche, avec d'abord une bonne connaissance de la réglementation, mais aussi une bonne vision globale des intérêts et des enjeux des parties prenantes sur le projet, on arrive à ne pas justement être coincé dans la règle. Mais on a de nouveaux instruments qui permettent de demander certes des exceptions à la règle, mais aussi de prendre en compte un certain nombre d'éléments qui vont permettre de faire le projet, alors c'est sécurisé bien sûr, mais le projet avec de nouveaux outils. Et pour les praticiens, on a vu arriver ces nouveaux outils, et donc le droit souple, d'abord c'est sûr avec une certaine défiance, parce qu'on est français et que tout changement est capable de nous émouvoir, mais aussi avec cette vision de dire, ah oui, mais il y a des solutions alternatives qui s'offrent à nous, avec une analyse du risque sous-jacente. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour autant qu'on dialogue correctement ensemble, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, architecte, BET et contrôleur technique sur le projet. Et quelquefois, le projet fait changer la règle. Et parfois, ça peut arriver. Mais pour un projet même de faible importance, puisque là je pense que vous faites allusion évidemment, par exemple, aux Lérance,
il n'y a pas d'architecte qui, lors de son premier projet, ne soit pas confronté à une obligation en matière de sécurité incendie. Donc une obligation, c'est l'obligation d'obtention de l'accord administratif et les prescriptions éventuelles émanant du maire, donc en l'occurrence des services instructeurs. Ça signifie en clair que, effectivement, la notion des années-lumière peut être de la notion de droit souple, mais certainement pas de l'application et de l'intégration de la prévention incendie dans le projet. Ça, je dirais que les files d'attente du mardi après-midi à la police ou les files d'attente chez les préventionnistes dans les SDIS démontrent bien que l'architecte est très conscient de cette difficulté-là, mais que précisément la règle étant tellement complexe et se télescopant avec d'autres règles non moins obligatoires en matière de thermique, en matière de panneaux solaires qui conduisent à augmenter le risque, en matière de façade avec isolation par l'extérieur qui conduisent à augmenter le risque incendie, donc tous ces points-là que nous devons nous gérer et qui ne sont pas gérés en amont, eh bien, dans le domaine de la sécurité d'incendie, effectivement, on s'appuie sur la compétence, on va dire, de l'administration, des spécialistes côté administration. Moi, j'ai une question. Mathilde Michel, architecte. Oui, architecte, je travaille à l'agence Scape. Mais pendant 15 ans, j'ai travaillé à l'agence Prost et j'ai fait énormément de réhabilitation. J'aimerais comprendre pour vous quelle est l'évolution par rapport à notre, je vais dire Bible, un petit peu pour provoquer monsieur, qui est le livre bleu des pompiers, donc le livre de la réglementation sécurité incendie. Il y a dans ce livre le GN8, qui est un article qui, depuis très très longtemps, indique que si pour des raisons financières, organisationnelles, etc., on a besoin de travailler avec le maître d'ouvrage pour obtenir des dérogations par la mise en place de mesures compensatoires, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc en fait, j'aimerais comprendre ce qui, dans votre explication, indique que qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau et quelle est la différence? Une partie de la réponse, je pense, est contenue dans l'évolution de l'arrêté sur la résistance au feu, par exemple, où on a véritablement introduit les notions liées à l'ingénierie de la sécurité incendie au calcul. Ce qui n'était pas le cas, je peux dire la même chose, c'est un peu technique sur l'instruction technique, 46 concernant le désenfumage, où là, effectivement, on est passé de valeurs tabulées à une approche plus ingénierie. Les articles, alors il y a aussi le GO2 qui est intéressant, enfin, il y a quand même 2-3 articles dans le règlement de sécurité qui contenaient déjà en leur sein la possibilité de déroger, et effectivement la réhabilitation, c'est pour ça que j'ai fait cette petite nuance entre le neuf et la réhabilitation. Et effectivement, construire un bâtiment neuf nulle part, aussi grand soit-il, c'est relativement simple. Une réhabilitation dans un bâtiment, dans un environnement complexe, avec un programme multimodal, et je pense au Garros, qu'on travaille également maintenant, c'est tout autre chose. Donc, le règlement anticipait peut-être déjà ses propres évolutions, pour ne pas dire ses propres failles. Mais c'est juste de mon point de vue l'interface et contradiction entre les différents règlements émanant de différentes entités que nous avons à gérer nous. Globalement, comme ça a été dit, effectivement, il n'y a pas tellement de morts, de décès ou de victimes. L'incendie est bien géré. Il est peut-être moins bien géré dans les bâtiments insalubres ou dans les habitations vieillissantes, ça on est d'accord, mais il n'y a pas de souci majeur dès lors qu'on s'appuie sur l'esprit du texte ou même qu'on respecte le texte strictement, ce qui peut parfois se faire. Je pense aussi pas les demandes de dérogation qui sont innovantes, la capacité à déroger. C'est pas quelque chose de nouveau. La grande nouveauté, ce sont les nouveaux outils. La capacité à prendre d'autres points de référence pour appuyer ces mesures compensatoires à la faveur de ces demandes de dérogation. C'est ça la grande nouveauté qui secoue la profession. Bonjour, Franck Langerie, directeur prescription d'organisation chez Siemens. J'avais une petite question. Vous avez montré une belle patate sur le BIM dans les différents intervenants. Question à 100 balles. Selon vous, est-ce que ça va simplifier, complexifier, accompagner le droit souple, aider l'ISI? Voilà. Comment vous appréhendez sur le premier projet le BIM? On me fait signe, hein, en régie, que le sujet sera apporté dans le cadre de la table ronde. Désolé. C'est une manière. On te demandait de rester encore dans la salle. Vous aurez le droit de reposer la question, promis.
Bonjour à tous, donc je suis chargée d'animer la table ronde qui devait commencer à 10h. Je vais demander donc à Brigitte Métra de bien vouloir nous rejoindre, au lieutenant-colonel Bonnet également, et à Denis Tello. Alors, attends. Je vais commencer par vous demander d'excuser l'absence de Franz Schorgen, donc représentant de la RATP, maître d'ouvrage du projet, qui était là souffrant depuis hier soir. Et je vais demander d'abord à chacun de nos intervenants de se présenter rapidement. Donc, Brigitte, si vous voulez bien commencer. Alors, Brigitte Métra, architecte du projet Garance, la RATP 4 maître d'ouvrage. Denis Tello, architecte et architecte en chef à la préfecture de police de Paris. Lieutenant-colonel Bonnet, je travaille au bureau prévention et je suis adjoint au bureau. Le lieutenant-colonel Fontaine étant le chef du bureau. C'est un service de plus de 80 personnels, dont 26 officiers qui sont impliqués dans le suivi des dossiers et l'instruction des permis de conduire. Des permis de conduire. Pardon, on s'entend pas, c'est personne architecte, c'est dans la gueule. Toujours la même personne. Je n'ai pas changé. À tout seigneur, tout honneur, je vais laisser à Brigitte Métra le soin de présenter le projet Garance qui nous réunit aujourd'hui plus particulièrement et de le resituer dans son contexte parce qu'en effet, le projet Garance a été initié en 2005, donc 11 ans déjà, et aujourd'hui, s'il peut apparaître comme un bâtiment presque commun, à l'époque ce n'était pas du tout le cas. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, on parle de la règle au projet, mais parfois le projet peut changer la règle, et je pense que c'est le cas du Garance. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, tout à fait. Ça va? Vous entendez? C'est bon? Voilà. Là, ça paraît mieux. Donc, d'abord, je suis architecte, pas du tout spécialiste de sécurité. Donc, pour une réunion de sécurité, je suis ravie que M. Tello soit à côté de moi. Et puis, on a travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Donc je pensais vous présenter d'abord le projet architectural pour situer dans son contexte les problématiques de sécurité, puisqu'elles viennent vraiment du programme, du concept, du concours, etc. Donc je ne vais pas vous parler de sécurité pendant les 10 premières minutes, mais d'architecture. Et ensuite on parlera de la manière dont on a dû intégrer toutes ces contraintes pour faire le projet. C'est-à-dire que le projet est ce qui a été le plus important, ce qui nous a tous guidés, maîtres d'ouvrage et tous les intervenants. Et on a, pour le projet, pour pouvoir le faire, on a regardé les règles de près avec toute l'équipe, tous les spécialistes, dont M. Tello ici présent, pour les intégrer, adapter le projet. Donc, d'où les 2005-2016. C'est-à-dire qu'on était sur un projet pionnier, c'était une première européenne. La RATP voulait augmenter sa capacité d'accueil de bus en centre-ville pour ne pas avoir des pertes de charge, on appelle, c'est-à-dire pas avoir des bus en banlieue. Ils avaient un atelier sur place, rue des Pyrénées, qui accueillait 120 bus, et pour pouvoir augmenter la capacité d'accueil de bus en centre-ville, pas les remettre, les déplacer en banlieue qui coûtent en gaz à effet de serre et en temps, etc. Donc ils voulaient augmenter leur capacité. Et pour ce faire, ils ont préféré rester sur place et payer le
centre-bus, l'infrastructure, l'atelier, le garage de 200 bus, le construire en sous-sol et vendre des charges foncières au-dessus en mètres carrés de bureau. Donc c'est une opération assez complexe où les charges de dessus payent le dessous, et la ville de Paris, 11 000 mètres carrés de terrain, en plein Paris, quoi, 1 hectare, plus qu'un stade de foot, enfin voilà, un terrain de foot, enfin c'est assez énorme. Donc la ville de Paris a dit ok, mais on veut un petit bout du terrain pour construire un équipement public. Je ne sais pas si c'était des logements ou un équipement public. Donc il y a eu une réservation dans le projet pour mettre un collège et une crèche, qui est en fait l'extension du collège existant au nord du site. Le collège existant avait des classes délocalisées près du périphérique. Donc le projet était l'occasion de réunifier, de ramener 9 classes du collège lui-même sur le même site et de créer une crèche de 66 berceaux parce qu'il y avait un besoin crucial de berceaux. Donc si vous voulez une convergence d'intérêts politiques ou simplement RATP, État, ville de Paris et ville de mairie du maintien, donc vraiment une convergence d'intérêts, mais une grande difficulté, il est interdit de construire au-dessus d'un poste de charge. Voilà. Donc, lancement d'un concours en 2005, 4 équipes, donc voilà, on a gagné le concours, mais on était face à une difficulté. Rémi Verrège, le client de la RATP à l'époque, m'a dit, vous savez, vous avez gagné le concours, mais ça ne se fera peut-être jamais. Hein. Donc voilà. Donc, 2005, on sait qu'on a une petite course d'obstacles, mais on est un peu naïf parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Moi, je n'ai jamais construit de centre-bus. J'ai été retenue pour le projet architectural, parce qu'à l'époque, ils ont dit elle sait faire des salles, elle saura faire un centre-bus. Je trouve ça c'est plutôt malin. Parce qu'on vous demande toujours dans les concours, est-ce que vous avez fait 50 trucs la même chose pour pouvoir être retenu. Donc là, c'est la preuve que non. Le client m'a confié un centre-bus sur mes références de salles de spectacle, de musique et de théâtre. Voilà. Donc je ne connaissais rien au centre-bus, à cette superposition, à tout ça, mais voilà, c'est un projet d'architecture qui est en fait un projet urbain, et autant d'urbanisme que d'architecture d'ailleurs, c'est une pièce urbaine. Donc il y a 85 000 mètres carrés dans ce projet. Donc ce que vous voyez aujourd'hui au-dessus du sol, c'est que la partie émergente de l'iceberg, parce qu'il y en a autant en dessous pour l'outil industriel. Et donc nous avons trouvé toutes les solutions ensemble au cours de longues discussions, mais on en parlera après. Donc là, je vous montre le projet, comme ça vous voyez, vous pouvez visualiser, si je puis dire, les problématiques qu'on abordera tous autour de la table, en équipe, tous autour de la table. Alors là, il faut faire quoi? Comme ça, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc je ne suis pas du tout spécialiste en sécurité, c'est en général les chefs de projet qui cherchent ça à l'agence, mais bon, voilà, on est assez nombreux, et M. Tello, je suis sauvé. Donc voilà, vous voyez le site, 160 mètres de long, 60 mètres de large. Donc c'était des ateliers existants qu'il fallait donc démolir et reconstruire 30 000 mètres carrés du bureau, donc tout autour du jardin. Et au nord, c'est la crèche et le collège. Donc si vous voulez, c'est un projet de socle. Avant, on avait un mur aveugle de 160 mètres de long rue des Pyrénées et pareil rue des Maraîchers. Et je me suis dit, bon ben, ce socle, c'est une barrière, puisque c'est l'atelier, mais c'est l'outil qui fait vivre la ville. Donc il faut transformer cet inconvénient en avantage. Et donc j'ai créé un grand jardin. Donc j'ai pris si vous voulez, l'attitude au niveau de l'implantation du bâtiment dans le site, d'être un peu haussmannien en continuité de fil parisien, en bord de rue, et d'utiliser le socle de l'atelier, qui est vraiment un des inconvénients, pour en faire un grand jardin de 2500 mètres carrés. Donc en fait, on a un cœur, de créer un poumon vert en cœur de ville, comme on a aussi, c'est assez caractéristique dans des quartiers, on dirait du 20e, vous passez une porte et vous êtes ailleurs, il y a beaucoup de végétation, des plantes, etc. Donc de créer un microcosme en intérieur d'îlot et d'avoir au contraire une face très urbaine le long des rues. Donc là, c'est pour montrer une masse construite. J'avais bien compris que l'enjeu, c'était plus il y a de mètres carrés, mieux la RATP se porte, parce que plus ils payent leur sous-sol. Donc, on a construit une masse construite, mais on l'a morcelée dans le tissu environnant, c'est-à-dire on a fait créer des failles en prolongation des rues existantes, du tissu. Donc ça, c'est une accroche urbaine. Donc voilà, c'est pour comprendre la morphologie, si je puis dire, du bâtiment. Donc voilà, quand on zoome un peu plus près, vous voyez les séquences de cette masse construite pour pouvoir avancer. Alors après, comment intégrer une pièce urbaine aussi importante dans la ville? Bon, ça c'est ça c'est le programme. Voilà.
2005-2016, 142 millions finalement. C'était prévu à 70 parce qu'ils avaient chiffré ça vite fait comme un parking voiture. Donc vous voyez, on était une méconnaissance totale du sujet puisque c'était une première. Hein. Donc tu peux chiffrer ça, un parking normal, voilà, ça a fini. Mais ça a été fait en bonne intelligence, pas comme sur d'autres sujets dont je ne parlerai pas. Ça s'est fait en transparence et en bonne intelligence. Parce que c'était nouveau, un prototype et assumé comme tel. Avec beaucoup de techniques qui coûtaient effectivement très cher, mais qui ont été assumées. Donc 80 000 m² bruts en gros, dont 44 600 de parking, puisque l'atelier fait 15 000 m² au sol, plus 15 000 de parking voiture, 15 000, enfin 11 000, je ne sais plus exactement, de garage voiture, et la même chose au -3, -2, -3 pour les bus. Donc 28 000 m² de bureaux, plus 2 000 pour la RATP, environ 30 000 de bureaux, plus un parking voiture. Donc voilà, vous avez 190 bus, 183, ça dépend. 64 pas. Et puis voilà les classes, gymnase, classe et berceau. Donc ça vous donne un programme un peu dense et superposé, donc superposition multifonction. Donc comment intégrer ça dans le site? C'est pour ça que maintenant on voit un bâtiment rouge, on se dit oh là là, c'est un peu voilà, péchu, etc. On est face à Hélène Boucher, donc en béton du rose, on est face à 3 bâtiments tout le long de la rue, les HBL, donc en briques rouges, bordeaux, etc. Des bâtiments assez massifs, hein, qui sont assez costauds. Et derrière, après, on est vers le collège qui est blanc, le collège auquel on était en vis-à-vis qui est blanc. Et ensuite, on est avec un bâtiment RATP de Jacques Ferrier, blanc, doré, et les petits faubouriens, les couleurs faubouriennes. Donc j'ai pris la couleur comme mode d'accroche conceptuel pour être un peu caméléon, c'est-à-dire être en vis-à-vis des bâtiments d'en face pour exister face aux Hélène Boucher et aux HBL, et puis 30 000 m² de bureau, il faut que ça existe, et l'entrée des bus aussi. On ne nie pas ce qui existe, il faut exister, voilà, on assume le programme complexe, mais on l'intègre au maximum par la couleur, par les séquences, voilà. Donc ça, c'est les projets, c'est les dessins conceptuels du concours, où on est sur cette stratification de la ville, puisqu'on reconstruit, la ville se reconstruisait sur elle-même, donc on est parti sur ces couches, si je puis dire, de construction, avec une fresque au rez-de-chaussée, parce qu'en fait, donc voilà, c'est comment les contraintes industrielles, techniques, donc sécuritaires, dont on parlera plus en détail, comment faire de l'architecture, comment faire du judo avec les contraintes, pour jouer avec et faire un projet avec. Donc c'est les contraintes, on en fait un projet, puis ensuite le projet, il fait adapter la règle. Hein. C'est un peu... Donc j'ai absorbé les contraintes, ensuite on a fait un projet, et le projet a aidé à faire évoluer les règles pour faire le projet. Donc là, vous avez 160 mètres d'atelier qui veulent bien avoir de la lumière naturelle. C'est un peu plus sympa de travailler avec de la lumière naturelle, mais ils ne veulent pas qu'on les voit. Ils sont un tout petit peu en contrebas. Donc en fait, on a mis un film, on avait conçu à l'époque un film, l'idée d'avoir un film qui raconte la mémoire du lieu, comme les bus, à l'image des bus qui ont des films avec de la pub, hein, la publicité. De l'intérieur, on voit dehors, mais de l'extérieur, on ne voit pas dedans. Donc vous avez ce film sur tout le rez-de-chaussée. Je suis assez fière de ce film parce que quand le projet s'est arrêté pour d'autres raisons, il y a eu des tags pendant 2 ans et c'était le spot européen de tous les taggeurs, graffeurs, etc. Donc c'est assez sympa. Mais derrière, il y a la vie, et si on s'approche de la vitre, on peut voir, mais on n'a pas une vision directe. Et au-dessus, donc vous voyez cette masse construite, cassée dans le prolongement des rues, et qui suit le profil du PLU, puisque le PLU venait de sortir en 2005, vous recevez des pages comme ça, encore des normes. Et je me suis dit, bon, on va construire au-delà, jusqu'en haut, des filets permis par le PLU. Donc on va concrétiser cette règle du PLU qui venait de sortir, voilà, pavé comme ça, bien indigeste. On dit, bon, on construit jusqu'au-dessus. Donc la masse construite suit exactement les profils du PLU. Ce qui fait que là c'est plus bas, là c'est plus bas. Enfin, vous voyez le profil cassé de tous les bâtiments, c'est le PLU. Et ici il y avait un retrait au milieu, là, un retrait de propriété, puis on est allé jusqu'au bout de la règle, hein, puisqu'on s'est donné une règle. Et puis finalement ça ne marche pas si mal, parce que les bâtiments, c'est de la ville. C'est quand même l'échelle de 10 bâtiments ce projet, hein, à peu près 10 bâtiments, et vous en avez autant en dessous, quoi. Donc là c'est des règles du PLU. Et ici on a créé un petit passage entre la crèche-collège et les bureaux, puisqu'en fait le bâtiment est assez long, on a voulu faire un morceler dans le prolongement des rues, permettre à la ville de passer. Donc voilà, en plan, puis après on va passer. Donc en plan, il faut passer au-dessus de l'atelier. Donc vous voyez les escalators, c'est l'accès des bureaux qui sont maintenant, qui accueillent le ministère de l'Intérieur, 7 directions du ministère de l'Intérieur, dont l'IGPN, CRS, sécurité routière, c'est sympa. Mais bon, on ne se sent pas, donc on passe au-dessus des ateliers et on ne le sent pas trop, parce qu'on a fait une percée visuelle qui permet d'apercevoir le jardin depuis la rue
Et quand on monte, on va vers le jardin, vers la lumière, donc on ne s'aperçoit pas qu'on passe au-dessus d'un atelier. Et les gens qui travaillent dans les bureaux, finalement, ne s'aperçoivent pas qu'il y a eu toutes ces contraintes techniques et qu'en dessous, il y a 200 bus en atelier, enfin carrément une activité industrielle. Et le jardin fait par Michel Desvignes permet de, je vous montrerai des photos. Donc voilà, vous voyez un peu l'univers des bureaux avec les rues, et voilà l'atelier. L'outil industriel avec un poste de charge, des machines à laver, donc le poste de charge du carburant, avec une fosse qui est au moins 3, et ensuite 16 ponts, un atelier avec 16 ponts. Donc des fosses, de l'huile, de la graisse, et je suis vraiment désolée que la RATP soit pas là, parce que c'est eux qui connaissent quand même mieux leur outil. Et si vous voulez, c'est des ponts, voilà, vous voyez un petit garage de voiture, bon, ça c'est 16 ponts pour des bus avec 6 mètres sous dalle, donc pour pouvoir lever les bus et aller travailler dessous. Donc c'est un vrai outil industriel sur 11 000 m² avec des tas de locaux annexes qui peuvent être potentiellement dangereux. Ici on a un atelier de peinture pour carrosserie, on a des huileries, enfin des pneus, tous ces petits locaux à risque qu'il faut bien protéger, et protéger forcément des tiers, donc des bureaux au-dessus et de la crèche-collège qui est là au-dessus de la rampe. Donc on s'est arrangé pour mettre quand même les rampes, ce qui était moins à risque, sous la crèche-collège. Donc voilà, enfin, vous avez ici tout un univers industriel, et c'était une première, c'était interdit. Donc on vous dira comment on est arrivé. Puis maintenant il y en a plein, ça fait des petits. La RATP en fait partout. Oui, alors il fallait aussi amener de la lumière naturelle. Donc on le voit un petit peu par ici, vous voyez les petites taches bleues. Donc là, c'était encore un peu des schémas conceptuels, on n'a pas refait en présentation des derniers plans, mais bon, ça, tout ce que vous voyez bleu dans le jardin, c'est de l'apport de lumière naturelle qui, avec des tas de discussions, s'est mis forcément à 8 mètres des façades par rapport aux protections feu, justement. Donc elles sont devenues vraiment au centre de l'atelier. Et sur la façade, on a aussi de la lumière rue des Pyrénées, parce que la rue des Pyrénées est plus large. Par contre, rue des Maraîchers, pour protéger par rapport aux tiers, puisque les bâtiments, la rue fait 12 mètres, enfin elle fait 10 en dessous, je ne me rappelle plus quelle cote, on a toute une bande de locaux qui protègent l'atelier de la rue et donc les bâtiments qui sont en face. Tout a été mis au point au long des années. Pour ça, on en parlera plus en détail. Donc là, vous voyez le parking voiture RATP, voiture pour les bureaux. Donc c'est un PS, enfin ça on en parlera après justement, il a été upgradé en sécurité en mesure compensatoire. Et là vous avez des bus. Donc parking de bus sur 2 niveaux avec la cuve justement en sous-sol. Donc voilà, pour vous montrer de quoi on va parler, comment visualiser le projet. Donc vous voyez le millefeuille, la superposition. Bus, parking, atelier, donc 6 mètres sous poutre, après 4,50, donc on est à moins 21 mètres. Hein. Et puis au-dessus, les bureaux et la crèche-collège à droite. Je vous montre dans les schémas après. Voilà. Donc là, c'est le schéma qui montre le collège et son extension. Donc les salles de classe du collège en liaison avec le collège existant, le passage piéton. Et ce qui est drôle, c'est qu'au concours, on a proposé une rue qui passe à travers le projet. Et donc la ville s'est dit, très bien, s'il y a une rue, on remplace celle qui existe, on en fait la cour du collège. Donc ça, j'étais moyennement contente. Enfin, c'est la vie de la ville, quoi. On a un maillage, et puis finalement, la ville s'octroie, elle a déclassé la rue carrément. Donc en fait, c'est un projet qui a refait de la ville, qui parle de la ville et qui refait de la ville, quoi. Cour déclassée, rue déclassée pour devenir une cour, et le petit passage de notre projet devient la rue, quoi. Mais elle n'est pas handicapable parce qu'il y a des bus dessous, mais c'est accepté. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de souplesse avec tous les intervenants pendant de nombreuses années. Ça, c'est le passage, justement, qui n'est pas construit parce que le crèche-collège est en construction, en chantier. C'est nous qui faisons le projet également. Donc ça, c'était l'image du concours. Et quand je vais gagner le concours, on m'a dit à la ville de Paris, oh, c'est beau votre truc, mais est-ce que ça ressemblera à ça? Je dis oui, vous inquiétez pas, c'est pas si loin, quoi. Je vous la montre parce que finalement on y arrive quand même. C'est pas si loin de ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'était quand même 11 ans et c'était pas évident à cause de toutes les contraintes dont on parlera là, on parle. Et ce qu'on m'avait dit, faites attention, ça se fera peut-être jamais. Et bien si, il faut un peu de ténacité. Certains disent que l'architecture est un sport de combat, c'est aussi un sport d'endurance. Voilà. Donc ça, c'est la crèche-collège qui est en cours de construction. Ça, c'est l'atelier tel qu'il était avant. Donc voilà, un atelier fin 19e. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer rapidement l'évolution. Voilà, vous avez l'échelle là, l'échelle du projet. Donc tout ce qui est en dessous, c'est l'outil industriel, donc les parkings.
de bus, le parking voiture, et l'atelier qui est plutôt au rez-de-chaussée à juste moins 1,50 m, mais comme la rue des Pyrénées est en pente, c'est semi-enterré, quoi. On a une différence de 2,50 m entre le bas et le haut de la rue des Pyrénées. Donc vous voyez le nombre de bâtiments autour, ça vous donne un peu l'échelle du projet. Et c'est vrai que quand on se promène, je suis assez fière, c'est quand même si c'est présent, il fallait être présent pour dire il se passe quelque chose, c'est quand même, on ne voit pas qu'il y a tout ça, quoi. Toute cette complexité, elle est un peu paumée, quoi. Tous nos efforts, nos difficultés, on ne les voit pas trop aujourd'hui. Donc voilà, j'ai regardé ces photos de chantier pour vous montrer. Alors après, je vous montre rapidement des petites photos aujourd'hui, donc ça en intérieur. Voilà, vous avez vu la perce, hein. Je sais pas, je montre la photo, ça va, c'est pas trop. Donc des zooms, c'est pour vous montrer le projet, donc les failles, qui sont les noyaux d'ascenseur, avec des cadrages sur la ville et sur le jardin qui sont à chaque niveau et chaque faille différent. Et en fait, les utilisateurs apprécient ces cadrages sur la ville par les failles. Les failles, c'était de la masse construite, il fallait construire du mètre carré, 80 000. J'ai dit, bon, ben, on fait de la masse construite, quoi. Donc on construit, puis on coupe comme du rocher, on fait du mètre carré pour faire mettre le centre-bus. Donc voilà, et on stratifie, et c'est aussi la vitesse, quoi. Comme c'est la RATP qui se renouvelle, qui voulait rénover son parc, qui a une dynamique par rapport à la ville, elle sillonne la ville, plus de bus, plus de lignes de bus, le développement durable, la ville durable, j'ai voulu cette dynamique donc par le carénage. Et voilà. Donc ça, c'est des failles avec des plafonds aussi inox qui reflètent un tout petit peu le jardin, etc. Donc des zooms. Donc les couleurs, vous voyez, beaucoup plus calme côté RATP parce qu'on est dans cette petite rue faubourienne. Donc on est plus calme, plus dense, mais une unité de matériaux pour dire il y a un projet, un outil avec. J'ai voulu garder la mémoire du lieu, c'est-à-dire un centre RATP, un atelier au-dessus, un projet, quoi. J'ai pas voulu, j'ai morcelé tout en gardant l'unité. Donc là, beaucoup plus calme de l'autre côté aussi par rapport au vis-à-vis. Donc vous comprenez la couleur, c'est pas juste un caprisage. Dans des zooms, on travaille beaucoup sur les reflets, puisque le rapport... Alors, voilà, donc je voulais vous montrer ces photos-là aussi, parce que toutes ces contraintes techniques, ces postes de charge, ces bassins d'huile, de tout ce qu'on veut de pneus, maintenant ça vit comme ça. Donc le jardin, je voulais créer un vrai univers, retourner la contrainte en créant quelque chose d'unique dans Paris, quoi, 2500 mètres carrés de jardin avec des façades végétalisées. Donc tous les bureaux ont des coursives. À l'intérieur, les bureaux ont du vitrage jusqu'au sol, ce qui fait que vous avez l'impression à chaque niveau d'avoir votre propre jardin aussi. C'est-à-dire que vous avez au rez-de-chaussée, au rez-de-jardin, au-dessus de l'atelier, vous avez une continuité de jardin avec le vitrage jusqu'au sol, mais tous les niveaux ont ce vitrage jusqu'au coursives avec des bacs plantés. Et donc les agents du ministère plantent leurs propres plantes. J'ai vu des gens qui, quand je me balade, des gens qui, des petits arroseurs, je ne sais pas qui, mais voilà, des gens qui... Voilà, et ils font de la gymnastique dans le... J'en ai vu qui faisaient de la gym dans le jardin, là ils ont planté des ruches, donc ça vit bien et ils ne se rendent pas du tout compte qu'il y a un centre-bus dessous. Alors là vous voyez les percées visuelles donc, qui amènent de la lumière, mais qui ne sont pas gênantes puisqu'ils se rendent compte qu'il y a des bus dessous. Donc voilà, le jardin, on a quand même un univers végétal qu'on ne voit pas du tout de la rue. Puis on n'a pas le droit d'y rentrer parce qu'il faut être accrédité 15 jours avant, date de naissance et tout, donc personne ne peut le voir vraiment. Mais vous avez un univers, donc ça c'est, moi je suis ravie parce que c'est les intentions, comment retourner une contrainte d'un centre-bus en centre-ville en quelque chose d'agréable pour tout le monde. Et les gens qui travaillent dans le centre-bus, c'est un outil très fonctionnel, c'est une cathédrale industrielle. Hein. Et en haut, ils sont contents aussi, ils ne se rendent pas compte. Vous voyez, là, la lumière naturelle, la cohabitation, ils sont dans un autre monde en haut. Il y a le monde haut, le monde bas, et ils cohabitent bien, quoi. Ça, c'est l'accès du hall. Justement, on est obligé, là-dessous, vous avez les vestiaires de tous les agents de sécurité, sous les terrasses, c'est les vestiaires des conducteurs de bus ou des agents de maintenance de l'atelier. Et là, on arrive dans le hall avec une fresque faite par Marie Maillard comme à l'extérieur qui était un peu miroir de la végétation. Enfin, ça, vous voyez, il y avait beaucoup moins de végètes, c'était à l'époque de l'ouverture, avant que ça ait poussé, quoi. Les photos que je vous ai demandé avant, c'était en septembre, là, c'était à l'ouverture. Les projets, ils vivent différemment avec la nature. Donc ça, c'est les cadrages dont je vous parlais, cadrages sur la ville avec les failles. Un bureau, donc ces couleurs de l'extérieur, je vous montre toutes ces contraintes, hein. Je voulais mettre de la couleur, de la dynamique de l'extérieur, c'est assez dense à l'angle, je voulais exister à l'angle par rapport à bien, mais de l'intérieur, c'est des densités différentes par rapport au facteur solaire, à la situation, etc. Donc tout bicolore, gris à l'intérieur pour ne pas colorer les gens qui travaillent, et de couleur à l'extérieur pour assumer le concept. Donc
C'est encore une manière de gérer ces contraintes, facteurs solaires, aspect architectural et protection. Donc voilà, ça c'est avant que la végétation ait bien poussé, mais vous voyez les façades jusqu'au sol et ce jardin suspendu, si je puis dire, un jardin à chaque niveau, chacun son petit jardin, les coursives pour les fumeurs et pour prendre l'air. Voilà, ça c'était avant que la végétation ait poussé, mais vous voyez les éclairages et les bureaux, la superposition, donc le rez-de-jardin. Voilà. Donc le bus, l'atelier bus, donc ça c'est l'atelier avant qu'il soit occupé par les bus. Vous voyez la lumière naturelle au fond, sur la rue des Pyrénées, c'est des ponts, et vous voyez ces structures qui sont donc coupe-feu 4 heures, on parlera après, pour protéger des tiers, donc l'atelier avec le dessus, donc la lumière naturelle et ces grosses structures. Évidemment, une des grandes difficultés, c'était que dans les sous-sols, il fallait que les gaines soient, dans l'atelier, il vaut mieux que les gaines soient en périphérie du terrain, pour laisser libre sur une tramway 15-15 la circulation des bus, alors que les gaines dans les bureaux devaient être au centre des plateaux, c'est pas la peine d'avoir des gaines en façade. Donc en fait, vous avez ici, dans cette dalle coupe-feu de 4 heures, dans les mesures compensatoires dont on parlera, vous avez aussi le dévoiement de gaines qui font 15 mètres carrés. Vous avez des gaines qui sont en taille d'une pièce, donc d'un studio parisien, parce qu'il faut évidemment sortir les gaz d'échappement de tout le parking, de l'atelier, etc., et les ramener en toiture. Et c'est donc le transfert, donc il y a beaucoup de synthèse, de choses comme ça. Donc voilà, les ateliers avec les portes qui sont aussi des protections, je vois pas qu'elles sont coupe-feu. C'est là où je connais plus toute la tête, un zoom des bombes avec la lumière naturelle. La rampe, donc on descend et on a le collège au-dessus. Là on a le collège crèche juste au-dessus de cet endroit de la rampe. Et les parkings, ça vous donne un petit peu la dimension, l'échelle du projet en sous-sol, donc avec ses gaines de ventilation, etc. Et donc le sprinklage, donc toutes les mesures compensatoires. Voilà, donc ça, sécurité incendie, je vous montre juste les choses, mais après on débattra, parce que je ne suis pas spécialiste. Donc, schématiquement, vous voyez les bureaux de la RATP d'un côté, tous les bureaux, crèche, collège, et vous voyez le millefeuille dont je vous ai parlé, donc plus schématique. L'atelier, donc rez-de-chaussée semi-enterré, mais quand même rez-de-chaussée, le rez-de-jardin au-dessus, les bureaux tout au-dessus, bureau RATP ou bureau maintenant ministère. C'est ICAD, le promoteur, qui a porté toute l'opération avec Sicoba, et c'est assez complexe. Donc voilà. Et collège, crèche, ville de Paris, et donc le parking voiture et le parking bus sur les 2 niveaux du dessous. Donc c'est ce millefeuille qu'il fallu gérer avec tous nos amis, architectes de sécurité, préfecture, etc. Donc la dalle coupe-feu 4 heures, ça a été la chose compensatoire majeure, et coupe-feu 3 heures aussi, isoler le parking de l'atelier et l'atelier de bus, mais M. Thello peut-être il pourra. Voilà, ça c'était une des grandes mesures. Donc là vous voyez le découpage en volume, c'est-à-dire vous voyez les gaines de la RATP qui remontent, vous voyez les propriétés, donc un découpage en volume assez complexe et donc en sécurité évidemment. Là vous voyez aussi voilà, les fonctions, les propriétés, juridiquement très complexes. Voilà comment nous, architecturalement, on a traité. Les bus, on s'est dit, moi je me suis dit, les bus, ils ont leur technique, ils ont que de la technique. Donc le bâtiment, il sera à l'image de ça, on va absorber toutes les techniques. Donc ce qui sort en toiture, on le carène comme ce qui est au-dessus des bus. Les grilles, on fait comme les grilles des bus, parce qu'il y a des, je ne sais pas combien de mètres carrés en façade de grilles pour prendre l'air, le rejeter, enfin non, prendre l'air, le rejeter en haut. Mais ces grilles, on les a absorbées dans le film rue des Pyrénées et puis dans un jeu de perforation rue des Maraîchers, pour absorber toutes ces techniques et toutes ces contraintes. Et puis les petites colonnes sèches, on en a fait un tableau, on a un petit peu de la fresque qui passe, on a souligné un petit cadre, il y a les petites colonnes sèches, puis un bout d'image, voilà. Enfin bref, absorber dans l'architecture toutes les contraintes. Là, c'est pour vous montrer le millefeuille, ça résulte dans des tas d'escaliers, on a à peu près triplé le nombre d'escaliers, entre, je vous dis, quand on était un peu naïf au départ, et toutes les contraintes, il a fallu rajouter des escaliers pour isoler le parking qui sorte tout seul dans son coin, que sur la rue, que les bureaux sortent tout seuls sans mélanger avec l'atelier, avec le parking, etc. Donc voilà tout le type de sortie de secours. Donc ça, c'est vraiment une image de la complexité liée en résultant de toutes nos discussions. Il fallait rajouter ci, ça et ça, voilà. Donc voilà. Alors ça, c'était la RATP, mais il n'est pas là. C'est leur présentation en 2005, et je pense que je ne suis pas sûre que ça...
obtention des permis de construire. Enfin, ça montre une très longue gestation, plusieurs permis, au moins 4 ou 5. Voilà, parce qu'après le ministère est venu, il voulait des bureaux cloisonnés, donc il fallait désenfumer, rajouter des gaines de désenfumage partout, alors que les dalles étaient construites, etc. Donc ICAD, 6 cobayes, enfin, ça c'est le montage. Mais si vous avez des questions là-dessus, on pourra revenir dessus sur le montage. Et c'est dommage que la RATP ne soit pas là, mais je pense que vous avez une vue plutôt généraliste de ma part, un spécialiste. Bravo. Attendez, il y a quelque chose de très important, j'ai oublié de vous dire. Quand je vous ai dit tout à l'heure, le projet change la règle. La RATP, pour construire son centre-bus et construire autant de mètres carrés, il a fait évoluer le PLU. Il a fait évoluer la notion de SINASPIC, c'est, je ne me souviens plus exactement, et puis les installations classées, mais donc il a fait évoluer le PLU. On avait le droit pour des bâtiments d'utilité publique de s'affranchir de la règle de pleine terre, d'avoir l'obligation de construire en pleine terre, et aussi les COS. Le COS à l'époque existait encore, on avait le droit de ne pas compter dans les mètres carrés construits l'atelier, qui est quand même 15 000 mètres carrés. 11 000, donc le COS permettait 30 000 mètres carrés et c'est 30 000 mètres carrés de bureaux. Donc voilà, et donc ils ont aidé, parce qu'il y avait un vrai intérêt de tous les acteurs pour faire avancer la ville, faire un collège, relier des classes de collège qui étaient loin, les élèves qui passaient, allaient près du périph', perdaient du temps, enfin c'est vraiment pas pratique, il manque des berceaux, il fallait augmenter le nombre de bus pour la ville durable en fait, c'est l'évolution de 2005, hein. Alors 2005 c'était vraiment des intentions, tout le monde s'y est mis. Et donc, on fait évoluer ça, et je pense qu'on peut dire que ce projet, puisqu'on a pu travailler en bonne intelligence avec donc les architectes de sécurité, la préfecture, tous les acteurs, les bureaux d'études et les maîtres d'ouvrage différents, avec des intérêts différents. Vous imaginez que celui qui faisait les bureaux n'a pas eu le même intérêt que celui qui faisait la RATP. Il y a eu une bonne intelligence, puis on a porté le truc, et on a défendu l'architecture. Donc tout ça aussi, tout le monde a permis de faire aboutir, et donc la dérogation et les mesures compensatoires qu'on a mis au point pendant de nombreuses années, je pense, déjà 2 ans, et ensuite même avec d'autres adaptations, ont permis de faire que maintenant ça fait un peu jurisprudence, mais ça je ne connais pas les lois et comment ça s'est passé. Je sais qu'il y a d'autres centres-bus qui se construisent et que maintenant ça sert d'exemple à la RATP pour en faire d'autres. Donc ce projet a été pionnier et a permis de faire évoluer les choses. Donc c'est par rapport à la première partie de la discussion. Les architectes peuvent se saisir de ces sujets pour faire leur projet, et le projet peut aider à faire évoluer les choses en disant bon, mais on peut faire comme ça, donc ça fait jurisprudence d'une certaine manière. Voilà. Merci Brigitte Métra. Je tenais à préciser que Frank Schorgen, donc, qui fait représenter la RATP, nous a promis de nous transmettre un contenu par écrit et qui sera diffusé, j'imagine, sur les sites respectifs de l'Ordre des architectes et de la FFMI, voire même transmis sous la forme d'une newsletter à l'ensemble des participants si vous avez communiqué vos emails. Je vais m'adresser maintenant à Denis Tello, qui a été beaucoup cité et sollicité par Brigitte Métra. On appelait ça le club des vins. On allait le 20e, on se retrouvait dans tous les services pour trouver des solutions. Donc, Monsieur Tello. Et donc, Denis Tello, Brigitte Métra a beaucoup évoqué la notion de millefeuille et de multifonction de l'immeuble. Est-ce que vous avez été aussi obligé de faire du judo avec le règlement de sécurité? Et justement, en quoi a-t-il évolué et quel est-il aujourd'hui? C'est-à-dire, comment aujourd'hui le Garance est-il mis en toute sécurité pour le plus grand bien des différents types de locataires et d'activités qu'il abrite? Merci, oui, c'est faire beaucoup d'honneur à un seul nom, non, c'est un travail d'équipe. Un petit point avant, moi j'ai l'honneur de diriger un service de 46 architectes. C'est rarissime, ça n'existe qu'à Paris. Ces 46 architectes, je vous le rappelle, sont à la fois fonctionnaires, je suis un fonctionnaire, mais aussi libéral. On a un double statut. Et on a donc des cabinets, et on construit des bâtiments, ce qui fait que les difficultés que connaissent ces architectes, je les connais bien au sein de mon agence. Et donc ça permet d'avoir un regard probablement plus acéré, enfin plus attentif à la difficulté de construire, parce que c'est quand même difficile. Il s'avère que concernant le projet Garance, la problématique de la mixité fonctionnelle, elle n'est pas arrivée avec le projet Garance. On avait déjà eu à traiter un certain nombre de projets
dont la complexité faisait que le texte était un petit peu difficile à appliquer brutalement. Mais je voudrais revenir quand même sur un petit point des propos tout à l'heure. Je ne voudrais pas qu'on laisse croire que le règlement de sécurité est totalement fané et obsolète. Je pense qu'il résout 90% des bâtiments simplement, tranquillement. Il y a des projets comme Garance qui sont des projets remarquables, exceptionnels, mais la vie des architectes, c'est aussi une école maternelle, un hôtel, parfois des projets plus modestes. Et très simplement, prendre le règlement de sécurité, l'appliquer gentiment et puis produire son projet, c'est pas une mauvaise idée. Et ça permet d'aboutir assez rapidement. Effectivement, la disposition qui a été rappelée tout à l'heure par Mme Delay sur le Code a toujours prévu toujours été inquiet des mesures techniques, hyper techniques. Alors l'article R123.5 du Code de la construction de l'habitation a toujours été utilisé pour proposer des solutions et pour imaginer d'autres types de solutions. Et je voudrais rappeler aussi un dernier point avant de revenir sur Garance, c'est qu'avec Alexandre Bonnet, sur lequel on a énormément travaillé sur des projets ensemble, dans toute la série des acteurs qui ont été très intelligemment montrés tout à l'heure, avec tous ces placards, etc., il y en a un qui n'a pas été nommé, mais que je voudrais nommer, c'est le juge du tribunal administratif. Et cette institution complique un petit peu notre regard actuellement, parce qu'elle a une lecture du droit administratif. Et que tout ce que vous avez dit, madame, sur le droit dur, le droit mou, je peux vous dire que quand vous papotez de ça avec le juge du tribunal administratif, ce n'est pas aussi aisé que les exposés ont pu le laisser croire. Nous avons eu, le colonel Bonnet et moi-même, à la barre du tribunal, une espèce de rappel à l'ordre, et parce que nous avions, dans un autre projet, accepté des solutions qui nous paraissaient d'évidence. Enfin, et le juge nous a reproché que ces solutions, nous les ayons acceptées alors qu'elles ne nous avaient pas été présentées et proposées comme des demandes de dérogation. Et donc nous nous étions arrogés un droit d'écrire le droit. Et la juge a cassé un permis de construire d'une université importante, ce qui est quand même absolument titanesque dans les évolutions actuelles. J'attire un peu l'attention là-dessus parce que le regard du juge est un regard du droit, est un regard des acteurs de nos projets. Tous nos permis de construire sont attaqués. Et actuellement, on est en train non pas de quitter le droit mou, le droit souple, bien au contraire, mais en train d'être beaucoup plus exigeant dans l'expression de l'aboutissement de ce droit souple. Donc si je peux donner ce conseil à mes confrères, en m'excusant, mais soyez extrêmement généreux, si je puis dire, dans le listing de vos demandes de dérogation, puisque contrairement à ce que nous faisions précédemment en toute simplicité et en toute conscience de ce que nous faisions, nous n'avons plus le droit de répondre favorablement à vos demandes si elles ne sont pas exprimées dès lors qu'elles ne respectent pas les dispositions des règlements de sécurité. Et donc c'est un sujet très délicat. Et je vous rappelle que dans le monde du Code du travail, puisque là il s'agit du bureau Code du travail, on n'appelle pas ça des dérogations mais des dispenses, et dans une autre décision de justice, le juge nous a enquiquiné parce qu'on avait accepté des dérogations dans le monde du Code du travail. Et à ce sujet, d'ailleurs, la préfecture de police que j'ai l'honneur de représenter, je rencontre la semaine prochaine le vice-procureur du tribunal de grande instance de Paris pour évoquer cette problématique de la forme de droit, d'application du droit souple. Je ne le mets pas en cause, hein. Je ne suis là que pour penser les bâtiments. La sécurité incendie m'emmerde un peu, et ce que je crois, moi, c'est que c'est une des contraintes majeures du bien construire. Et le projet de Brigitte Mettra est un exemple extraordinaire. Enfin, je veux dire, quelle qualité bâtimentaire. Et tout ça dans un champ de contraintes. Bon, voilà, je reviens sur Garance. Donc, on avait été informé avant le concours que la RATP voulait faire des folies. Et donc, on avait rencontré les gens de la RATP. Je ne suis pas là parce que je m'en souviens tellement bien. Et on lui avait dit, bon, vous ne le ferez pas. C'est autre chose, hein. Et puis faites un jardin, quoi. Comme ça ne nous fera pas suivre. Bon, malgré tout, on s'est dit peut-être qu'ils vont le faire, mais on va réfléchir un petit peu quand même. Donc, au moment du concours, on avait réfléchi un petit peu déjà à l'écologie. Ce que je voudrais dire, c'est que pour simplifier, quand on a... C'est très compliqué parce que l'activité était compliquée, et que nous, on ne la connaissait pas, je ne savais pas ce que c'était que Catarabus.
Mais je suis allé visiter des... Ah oui, oui, maintenant je sais très très bien. Et d'ailleurs c'est dommage encore qu'il ne soit pas là parce que le projet de Brigitte Mettra, on ne le ferait pas comme ça aujourd'hui, parce que les bus dont on parle aujourd'hui ne sont pas les bus de demain, et on a sur les bras un dépôt de bus sur le site de Bélière qui sont que des bus électriques maintenant. Et les 20 premiers Bolloré posent d'autres questions et d'autres problèmes sur lesquels on reviendra Alexandre Bonnet, parce que ça c'est des sujets très compliqués sur l'intervention. Donc en fait, on s'est renseigné sur l'activité, on a vu qu'elle était très compliquée, on a vu qu'on n'avait pas le droit, tout simplement, parce que c'est une installation classée et que son frichti devait être à 15 mètres de tout bâtiment. Voilà. Donc c'était pas à 15 mètres, bah, c'était non. Alors après on s'est dit, ça on va pas faire non, et on va essayer de réfléchir comme ça. Mais là où elle nous a aidé d'abord, c'est que le projet est un millefeuille, mais il n'a pas d'établissement recevant du public de très très grande taille et de très grande dimension. D'accord ? C'est un millefeuille avec de la technique, un parc de stationnement, des bureaux code du travail, c'était quand même plus simple, et une crèche. D'accord. Mais elle avait quand même évité de nous rajouter un hôtel, enfin voilà, des trucs comme ça, qui auraient à mon avis compliqué l'affaire. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut effectivement, la grande idée dans ce projet-là, mais qui n'est pas celle de tous les projets, c'est de dire on va prendre les activités une par une et on va essayer de voir si chacune de ces activités peut avoir une autonomie propre, constructive et technique, pour faire simple. Et on s'est aperçu que comme le terrain est absolument gigantesque, on pouvait tendre à ça et que le projet de Brigitte Mettra avait le bon goût de proposer un espace central très généreux. Parce que sans cet espace central généreux, ça ne marchait pas. L'éclairage génital n'aurait jamais pu se faire. Enfin, ça ne marchait pas. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à vouloir un peu classer les choses dans notre tête, en disant, bon, ben, on va mettre les bus en dessous, c'est des professionnels, on va écouter comment ils fonctionnent, ils sont tout en bas, bon, très bien. Après, la RATP nous a dit, le parc de stationnement, c'est pour nous, c'est donc pas un ERP. On lui a dit, si, on va le traiter comme un ERP. Ça a duré quand même 3 mois, les discussions, la RATP. Parce qu'il faut que vous sachiez, oui, quand on n'est pas d'accord, le président de la RATP téléphone au préfet de police. Il faut que vous sachiez ça. Enfin, moi, j'ai les épaules larges, rien ne m'arrête. Mais il faut quand même que vous sachiez, quand même. C'est-à-dire, assez rapidement, j'avais des coups de fil du style, il semblerait que vous soyez désagréable avec le président de la RATP. Voilà. Donc, mais c'était comme ça en permanence. Et c'était de notre faute si son prix minable de départ augmentait. Alors que c'était quand même un prix ridicule. Je veux dire. Et alors, donc, on a dit à la RATP, on va traiter ça en parc de stationnement, PS. Parce qu'en fait, comme l'arrêté sur les parcs de stationnement venait de sortir, qu'on était fiers comme un bar tabac, qu'on avait mis 20 ans à l'écrire, on s'est dit on va l'utiliser quand même. Et là, on n'était pas très content. Et là, elle est très 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 fâchée. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Parce que là, ça bloquait tout. Enfin, il y a eu un moment de flottement. Et puis après, l'atelier. Alors l'atelier, c'était un vrai problème de cette affaire d'installation classée. Enfin, ça, c'est une catastrophe. Je vous donne un exemple quand même pour la petite histoire. Pour le ministère des Armées, dans le 15e arrondissement, sur la façade sud, côté boulevard périphérique, il est à moins de 15 mètres de l'atelier RATP de réparation des tramways. La RATP, un peu droit dans ses bottes, a dit je ne bouge pas. Et toute la façade sud, sur 131 mètres de long et sur 7 étages, et coûte feu 2 heures. Pas cher, Pas cher. Bon, alors là, du coup, l'affaire de l'installation classée était un peu compliquée. Après, les bureaux, c'était moins compliqué. C'était bureau, il ne faut pas exagérer le phénomène. Et puis la crèche, on savait qu'on arriverait à faire une crèche. Mais après, on a surtout donné le deuxième principe. C'est ce que Brigitte a rappelé, c'est qu'on a dit chacun doit être indépendant de l'autre, chacun doit sortir indépendamment de l'autre, chacun doit vivre indépendamment de l'autre. L'idée, c'était pas tellement que pour prendre le temps aux gens d'évacuer, il n'y a pas besoin de 4 heures pour évacuer ça. Les gens ne sont pas idiots, quand il y a le feu, ils sortent. Mais en revanche, c'était pour laisser, mais ça je laisserai Alexandre Bonnet en parler, à la brigade le soin d'intervenir. Parce que nous, la problématique de notre règlement, c'est que c'est ces deux fonctions-là. La première fonction, c'est faire sortir les gens, on est bien d'accord, mais la deuxième fonction, c'est de faire en sorte que tout ne s'effondre pas pour que les secours puissent intervenir dans des conditions, entre guillemets, satisfaisantes. Et donc, pour régler cette affaire-là, on a parlé immédiatement de la dalle d'isolement 4 heures. Là aussi, il y a eu des discussions très longues. Pourquoi 4 heures, pourquoi pas 3 heures?
Pourquoi pas 6 heures? Pourquoi pas? Et alors moi j'adore ça, si vous voulez. C'est que c'est le moment où la sécurité, c'est de la perception de choses que nous appréhendons et que nous connaissons sans être capable de l'expliquer. Voilà. C'est-à-dire que nous savons que 4 heures, c'est satisfaisant dans la situation actuelle. Alors quand on me dit, mais monsieur Théo, satisfaisant, ça ne veut rien dire. Oui, ça ne veut rien dire. Sauf que je sais que j'ai pas tort, donc on va demander 4 heures. Et comme les autres ne savent pas pourquoi ils demanderaient plus ou moins non plus, on arrive à ce qu'on veut. Mais ça, c'est un vrai sujet. C'est que c'est souvent les spécialistes qui ont raison à la fin. Et d'ailleurs, j'incite vraiment, moi je suis aussi prof dans les écoles d'archives, vous vous rendez compte même à Belleville, où là, vraiment, ils font que de la conception. Et donc, mais oui, parce que nous, les architectes, on ne peut bien construire que si on possède ça. Moi, il n'est pas question que je laisse mon projet partir à volo au motif qu'un spécialiste de mauvaise aloi ne fait pas la différence entre un équipement d'alarme de type 2A ou de type 2B. Enfin, je veux dire, c'est un non-sens, ça. Et en fait, on n'est là que pour ça. On est là pour pouvoir oublier ces contraintes. Il faut en posséder toute la finesse. Et donc, pour en posséder la finesse, on est obligé de se mettre dedans. Alors, d'ailleurs, je suis d'accord avec ce qui a été dit à monsieur le journaliste. Non, la sécurité incendie, on fait ça depuis très très longtemps. J'ai des textes de 132 d'Adrien, et où à Rome, il y a des problèmes de sécurité incendie. Donc, les architectes, on sait ça quand même. Et depuis toujours, la sécurité incendie, c'était... Parce que mourir par la flamme, c'était voué aux gémonies. Donc, c'était une catastrophe. Et donc on ne peut pas mourir de la flamme. C'est bien pour ça que d'ailleurs c'est très intéressant culturellement dans une société multiculturelle. Quand vous faites un hôtel pour des gens blancs du 16e arrondissement ou un hôtel pour des Maliens du 19e, le rapport à l'incendie n'est pas le même. Et nous les préventionnistes, on s'interroge sur ces questions-là. Et on fait d'ailleurs du droit souple sur ces questions-là. Bon, je reviens sur Garance. Donc on avait l'hôtel, enfin pas l'hôtel justement, les bureaux indépendants, le 4 heures indépendant. Après, ce qui a été compliqué, c'est que quand ils sont venus nous voir, c'était que, effectivement, ces affaires de gaines, oh là là, c'est énorme. Non, j'ai jamais vu des gaines aussi grosses. Et du coup, c'était 4 heures dans toute la verticalité. Hein. C'est-à-dire qu'on a bien pris le profil général de la propriété pour que les choses soient correctement établies. Après, on a isolé 3 heures, tout le dessous. Et après, j'ai envie de vous dire que le projet s'est fait assez simplement, quelque part. Dès lors que l'architecte... Il faut dire que l'architecte est exceptionnel. Non, parce que nous, on reçoit 12 000 personnes par an à la préfecture de police, et sur les 12 000 personnes, je dois recevoir à peu près 800 architectes, 8 à 900. Moi, j'ai des noms. Hein. Le type désagréable qui sait rien et qui croit tout savoir, j'ai des noms. Hein. Alors, Brigitte Métra, elle savait tout, et elle écoutait, et elle venait à chaque rendez-vous d'après avec un embryon de solution. Donc, on s'est dit, on va y arriver. Et d'ailleurs, c'était bien pour moi parce que ça calmait le président de la RATP et le préfet de police. On pouvait leur dire, oui, ça avance. Et donc, c'est ça, la grande idée, c'était celle-là. C'est qu'il fallait absolument isoler les fonctions. Là, ce qui a été vraiment compliqué, c'était l'éclairage zénithal. Et c'était les affaires d'éclairage naturel. Moi, je trouve que la réponse architecturale a été incroyablement pertinente. Quoi. Toute personne qui se promène dans ce jardin, j'ai eu la chance, moi, d'y aller, n'imagine pas toutes les discussions de sécurité incendie. Donc les grandes règles, c'est indépendance des installations techniques, indépendance des évacuations, isolement des ensembles architecturaux entre eux, et ça personne ne le voit, c'est du béton. Et l'isolement se fait soit par de la paroi, soit par des distances, pour faire simple, un peu schématiquement. Voilà, c'était... Et en fait, ça s'est déroulé, oui, 5 permis, oui, c'est compliqué, oui, mais je trouve relativement serein. On n'a jamais eu un moment d'hyperblocage. Pourquoi? Parce que le millefeuille était horizontal. D'accord? Il y a un projet à Paris sur lequel j'ai énormément travaillé, c'est la Cause du Louvre, où avec Denis Perrault, on a fait un millefeuille vertical, c'est-à-dire des tranches verticales. Ça ne marchait pas du tout. Maintenant, ça redevient horizontal. Quand le millefeuille est horizontal et qu'on arrive à convaincre son client qu'on va faire des évacuations verticales par entité, bon an mal an, on arrive à le faire. Alors le problème de la règle et de pas la règle. Moi, je voudrais quand même dire que la RATP, qui est quand même une institution, utilise ce projet pour en faire d'autres autre part, nous le savons. Mais ça ne produit pas vraiment du droit. J'insiste quand même. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la technique, elle évolue. Les bus de Brigitte ne sont pas les bus d'aujourd'hui. Donc nous, on a des soucis sur les bus d'aujourd'hui. La deuxième, c'est que par exemple, au moment où Brigitte fait ça, les textes sur l'évacuation des handicapés viennent d'arriver.
Elle a fait des espaces d'attente sécurisés. Nous, on n'est pas trop d'accord, in fine, avec le recul. Autorisez-nous d'avoir des doutes dans les articles qu'on a nous-mêmes écrits. In fine, avec le recul, on préférerait qu'il y ait plus d'ascenseurs secourus que des espaces d'attente sécurisés. Elle reviendrait avec son dossier, là, on lui dirait, tiens, on va arrêter les espaces d'attente sécurisés. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce que, au motif qu'une opération est réussie, elle n'a pas pour objectif de figer du droit à construire. Il faut continuer à réfléchir sur les évolutions technologiques et sur les évolutions de ce droit de la construction en matière de sécurité incendie. Il faut dire, voilà, il y a une expérience réussie, il y a des solutions pertinentes, mais c'est aussi des solutions pertinentes qui sont nées du projet, parce que c'est un projet architectural relativement maîtrisable quelque part. Il y a des projets plus compliqués dans les formes, dans l'organisation spatiale, enfin, etc. Il faut faire attention à ce qu'on puisse, oui, on peut s'en inspirer, mais pas forcément dire, puisque ça a été fait là, je peux le faire là-bas. Parce que justement, ça, c'est contradictoire avec l'idée même qu'on doit évoluer, nous, en permanence. Si Garance n'a pas produit du droit, est-ce que toutefois il l'a fait évoluer? Non, on n'a pas besoin d'évoluer, on est déjà vachement intelligent. Donc, non, il n'a pas fait évoluer nos pratiques, puisque c'est vraiment des pratiques qu'on avait. Je voudrais vous dire ça plus sérieusement. J'attache un prix, enfin j'ai quelques architectes de sécurité dans la salle, je le sais très bien. J'attache un prix sans limite au nécessaire regard d'architecte sur le projet d'un architecte. Nous sommes avant tout des architectes. Moi, je ne réagis qu'en architecte, et je sais ce que ça veut dire. Et j'attache un prix considérable à ce qu'on trouve toujours des solutions. Il y a par exemple un projet absolument fabuleux, enfin, d'une élégance rare, mais qui a posé des solutions techniques bien plus complexes in fine. C'est la halle de Freycinet qui est en train de se livrer actuellement, qui nous a mis dans des situations de réflexion bien plus complexes. Et donc, très honnêtement, à la préfecture de police de Paris, cette règle du regard individualisé du projet et de ses réponses est une nécessité de fait. On est un peu embêté par le droit. J'insiste quand même, parce que la juge quand même a été très violente. C'est dans l'affaire de l'université Diderot. On a accepté, je vais vous la faire parce que quand même, là, j'en suis resté de baba. Sur un petit morceau de façade, je ne me trompe pas, on a une fenêtre accessible pour les secours, une fenêtre. Et elle nous a relu en séance du tribunal l'article CO3 pour nous dire, mais monsieur, il y a marqué, il faut des accès à chaque niveau. Oui, la façade a fait 10 mètres. On lui dit, mais un accès dans une façade comme ça, il n'en faut qu'un. Ah oui, mais il y a marqué 2. Bon. Mais on a accepté qu'il n'y en ait qu'un. Oui, elle nous a dit... Elle nous dit dans le jugement, vous avez bien fait d'accepter, vous avez bien fait. Mais comme on ne vous l'avait pas demandé, la dérogation, je casse le permis. Il faut même le faire, non? Et elle a cassé le permis d'université dans des bâtiments d'Hydro. Voilà. Donc, vous n'avez pas pu appeler le président de la RATP pour qu'il fasse des coups de fil utiles? Non, parce que l'université, c'est un milieu plus compliqué. Le président de l'université, le président de la RATP, il aurait peut-être réussi, mais le président de l'université, c'est plus compliqué. Là-dessus, je pense quand même que c'est très important pour que c'est des sujets d'hommes et de femmes, d'équipe et de bonne volonté. Et de connaissance. D'intelligence, de bon sens. Et il y a quand même, je ne dis pas que tout est là, c'est la loi, mais ça aide beaucoup. Et là, même si on n'a pas inventé des lois, on a permis, quand je voyais les dates 2006, 2003, 2006, 2013, là, nous on était entre les deux. C'est quand même une histoire de mentalité, de mental et de bonne volonté. Donc ça peut évoluer et des fois, ça peut laisser un blocage pour une personne. Et il y a des juges qui écoutent et d'autres qui suivent la loi, la règle et le texte. Et puis c'est pas mal parce qu'on est dans un état de droit. Moi aussi, j'ai fait pendant 20 ans d'expertise judiciaire sur ce problème. Et qu'à la fin du film, les avocats sont talentueux. Et on ne peut pas balayer l'état de droit. J'insiste là-dessus. Et d'ailleurs, l'ingénierie de la sécurité, pour l'instant en France, ne porte, si ma mémoire est bonne, que sur le désenfumage et les problèmes de structure. C'est pas de mal à veille que, moi étant architecte en chef, on arrivera facilement à faire de l'ingénierie d'évacuation. Parce que la définition des critères
de qu'est-ce que c'est qu'une personne qui doit évacuer. Ça fait 30 ans qu'on essaye de le trouver et on n'y arrive pas. Et donc, si vous voulez, il faut faire très très attention à ces... Il y a un bâtiment, par exemple, à Paris, extraordinaire, qui a fait l'objet d'un travail inouï, c'est la Fondation Vuitton. Voilà, la Fondation Vuitton n'a pas le droit de la construire comme le projet de Métra, voilà, on n'a pas le droit de les faire. Mais comme bien d'autres projets avant, la BNF, par exemple, 6 niveaux de sous-sol à moins 28 mètres, le règlement de sécurité, 1 niveau de sous-sol à moins 6 mètres. Bon, donc on n'a pas le droit de le faire. Et donc tout ça, c'est du R123-13. C'est-à-dire que les gens, tous les architectes que nous sommes, peuvent venir avec d'autres solutions. Et d'ailleurs, il y a un rapport de l'Inspection générale de l'administration qui date de juillet 2014 qui demande à ses services de prévoir l'analyse de risque. C'est-à-dire qu'il y a clairement écrit que dans notre mission, nous devons apprécier le risque. Voilà, ça c'est tant mieux. Mais c'est pas simple à faire, il faut faire attention. Voilà. Justement, on parlait de risque et vous disiez, Denis Tello, que vous attachez un prix considérable à trouver des solutions. Je crois que c'est une approche partagée par votre voisin, le colonel Bonnet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement avec votre regard de préventionniste sur le projet Garance, la façon dont ça a été géré chez vous, et revenir un petit peu sur le rôle du préventionniste dans un projet d'architecture complexe, sachant qu'en effet l'architecte n'est pas seul à bord et que derrière c'est un travail d'équipe. Oui, tout à fait. La démonstration de Denis a été remarquable. Hein. Donc, il y a beaucoup de sujets qui nous impliquent directement, hein, notamment en termes d'analyse des risques. Alors, sur ces projets en normes, comment est-ce qu'on réagit, nous, en tant que service instructeur? Déjà, il y a une spécificité sur Paris, c'est qu'on a une pluralité de disciplines. Hein. On a les architectes de sécurité qui apportent leur regard d'architecte sur la sécurité incendie. On a le laboratoire central de la préfecture de police avec son approche technique. Et puis, on a le pompier qui est impliqué avec son approche opérationnelle. Donc il y a un regard abouti du niveau de sécurité des bâtiments, ce qu'on a nulle part en France. Donc ça c'est une force sur l'ensemble des projets hors normes parisiens. Alors, comment est-ce qu'on réagit quand on a un projet hors normes qui nous arrive comme ça sur le bureau? Dans un premier temps, on essaie de se positionner par rapport à l'avis qu'on nous demande. À quel titre on nous interroge? On est service instructeur, donc il y a un cadre réglementaire. Donc dans un premier lieu, on a un regard tout à fait réglementaire. Donc on se plonge dans les textes complexes, puisqu'on a un empilement de réglementation, que ce soit l'environnement, le code du travail, et puis on a le code de la construction d'habitation et son règlement de sécurité. Et là, notre intervention n'est pas aussi évidente que ça, puisque seul le code de la construction et de l'habitation, dans le cadre d'instruction des IGH et des ERP, la commission de sécurité est impliquée. Donc ça veut dire déjà, il y avait une volonté dès le départ d'impliquer la commission de sécurité à l'instruction de ce dossier, et donc d'amener toutes ses compétences à se pencher sur un problème qui sort spécifiquement des établissements en santé publique et qui sort d'instruction des établissements de grande hauteur, des IGH. Donc une fois que ce principe, alors qui rythme l'engagement de la commission de sécurité, eh bien, tout simplement au niveau du préfet, on a le sous-directeur des établissements en santé publique qui donne son avis et il y a un échange qui se fait et on accompagne ou pas ces projets-là. Donc s'agissant d'un projet hors norme, il était convenu que l'on donne notre éclairage sur le niveau de sécurité de ce bâtiment. Une fois ce principe retenu, eh bien, on a été impliqué dès le départ du projet. Dès que le projet a été mis sur le papier, et bien en 2007, on nous a demandé, le STIC à l'époque, nous a demandé notre avis sur les points de blocage. Alors quels sont ces points de blocage? C'est tout simplement la contre-indication qu'il y avait d'installation classée au pied d'un immeuble tiers, code du travail et puis ERP.
Là, on a bien fait comprendre au STIC qu'on n'était pas compétent pour émettre un avis sur une demande de dérogation qu'il fallait saisir le préfet, puisque c'était le préfet qui avait cette compétence-là. C'est ce qui a été fait, et donc cet accompagnement s'est fait dès le départ, et on a pu émettre un avis tout de suite, dès le départ, sur ces points bloquants. Alors quels sont ces points bloquants? Il s'agissait de contenir un risque qui, de façon évidente, d'après la lecture du texte, l'arrêté de prescription générale interdisait toute occupation de tiers en partie supérieure. Donc il a fallu caractériser le risque, dans la mesure où le règlement ne permet pas cet empilement. Eh bien, il fallait changer de passage et s'engager dans une notion d'analyse des risques. Alors, c'est une analyse des risques. Avant d'entrer plus en détail dans cette notion d'analyse des risques, effectivement, on a un empilement de deux textes, et là, je voulais revenir à votre propos tout à l'heure. Avec ce droit souple, je pense effectivement qu'aujourd'hui, l'environnement réglementaire est complexe. Et le droit souple qui devrait nous faciliter le travail va apporter de la complexité. En tout cas, ça c'est mon approche, c'est ma façon de voir les choses. Pour une simple raison, c'est que, un exemple, les dispositions des magasins type M fait l'objet aujourd'hui d'un travail de concertation pour amener un guide de préconisation qui rentre dans cette notion de droit souple. Eh bien, un texte déjà qui était compliqué, une cinquantaine d'articles, eh bien, on rajoute un guide de bonne pratique, un guide de préconisation de plus de 100 pages. Donc, où est la simplification? Voilà. Quelque chose qui devait encadrer le texte, apporter un éclairage sur les points d'interrogation du texte, eh bien, on amène du contenu. Et donc, toute la difficulté va être nous, en tant qu'instructeurs, de se retrouver entre l'application du texte et puis cette ouverture et ces alternatives techniques pour arriver à un niveau de sécurité satisfaisant. Alors, dans la mesure où le texte ne permet pas cet empilement, eh bien, l'analyse des risques, comment faire? Nous, de façon très simple, il n'existe pas, on n'a pas de méthode quantitative, mais c'est une approche qualitative. On a mis en place, on a formalisé cette approche d'analyse des risques de façon à encadrer toute la réflexion qui va apporter et amener des solutions techniques, des alternatives à la réglementation. C'est tout simplement identifier des scénarios, une fois que le danger a été caractérisé, de s'identifier des scénarios plausibles de risque, et en fonction de ce scénario qui va impliquer la naissance d'un feu, le développement du feu et sa propagation, eh bien, on va mettre une série de barrières, des barrières de prévention. Ce sont des solutions techniques qui existent dans la réglementation. Donc, oui. Concrètement, pour le Garance, ça s'est traduit comment? Alors, dans cette application de cette démarche, eh bien, a permis, dans un premier temps, d'identifier ce risque de bus. Donc, il y a un problème d'atelier, de présence de liquide inflammable, de station-service. En dessous, on a un ensemble de bus avec des potentiels calorifiques conséquents. Et donc, l'idée, par rapport à ce risque, c'était, dans un premier temps, cloisonner le risque. C'est ce qui a été fait avec ces murs coupe-feu, augmenter l'exigence en matière de résistance au feu des structures. Ensuite, au sein même de ces volumes, elle a décidé de cloisonner ces espaces-là. Donc chacune des activités qui sont identifiées par la rubrique des installations classées a été isolée. C'est-à-dire que l'atelier par rapport aux autres exploitations, et notamment par rapport à la station-service, ont été isolés par
par des éléments pour feu. Donc une fois que le risque est cloisonné, eh bien, on a géré la propagation par la mise en place de sprinklers, d'extraction automatique à eau de type sprinkler, qui couvre non seulement les ateliers, qui couvre également la station-service et qui couvre l'ensemble des stationnements, que ce soit stationnement véhicule comme les stationnements des bus. Restait à gérer le souci des fumées chaudes et fumées toxiques. Eh bien, l'application de la réglementation de 2006 sur les parcs de stationnement, et notamment c'est l'article 40, a permis d'apposer, d'accompagner en tout cas ce risque avec la mise en place d'un enfumage de 10 volumeurs. C'est énorme sur ces surfaces-là. C'est une exigence qui est contraignante et qui a amené, je pense, beaucoup de contraintes à l'organisation, et notamment des gaines au feu 4 heures qui traversent l'ensemble des volumes du Code du travail. Voilà comment est-ce qu'on a accompagné ce sujet, comment on a essayé de gérer ce risque. Alors, une fois on a identifié le risque, on a essayé, on a fait son analyse, c'est-à-dire on a essayé de quantifier ce risque, on a proposé des mesures permettant de diminuer ce risque. C'est une façon de traiter le risque. Reste la gestion du risque. Alors, avant de développer cette approche de gestion de risque, parce que le risque, on pense qu'une fois le bâtiment construit, eh bien, il va assurer un niveau de sécurité cohérent tout au long de sa vie. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce que le risque n'est pas intrinsèque à l'objet. Une voiture en soi est complètement sécurisée, avec toutes les mesures de prévention de l'habitacle, les airbags, etc. En revanche, dès qu'on met un conducteur, un fou, eh bien, il y a des accidents, il y a des morts. Donc on voit bien que dès le départ, le projet est construit et avec un risque spécifique, néanmoins, il ne tient pas compte forcément de son évolution. Et Denis a évoqué une évolution possible du stationnement avec l'arrivée des bus électriques. Donc 2025, il y a un projet de remplacer l'ensemble des bus par des bus alimentation électrique, donc fin du moteur à explosion. Le risque électrique, pour nous, est un souci. Puisqu'une fois qu'on a un emballement thermique, on arrive à des températures qui amènent une impossibilité opérationnelle. Donc ça veut dire que quand on va voir cette évolution dans l'exploitation, ça va amener une réévaluation du risque. Et là, le fait d'avoir déjà donné ou imposé un certain nombre de contraintes au bâtiment va permettre peut-être de mieux accompagner après la vie du bâtiment dans son évolution. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur la structure du bâtiment? Eh bien, alors, possiblement. Oui, alors il y a une piste de réflexion engagée par la DRIE, et elle amènera forcément à des études de flux thermiques et des études de gestion des fumées toxiques. Donc ça veut dire que l'exploitant, dans la mesure où il va changer ses contraintes de fonctionnement,